Bon, c'est parti pour l'hypertension pulmonaire. Allez. Donc, ces enseignements sont déjà sur le Drive. Je les ai mis les deux. Ils sont déjà en PDF sur le Drive. Donc, vous les avez si vous voulez les relire. Donc, épidémiologie et présentation clinique de l'HTAP en une diapo vraiment de synthèse. C'est une maladie rare, prédominance féminine, un pic de fréquence dans le jeune âge, vers 30-40 ans. Vous avez différents antécédents qu'il faut rechercher, des antécédents familiaux, une maladie systémique, des expositions à des toxiques, une cardiopathie congénitale. À l'anamnèse, à l'interrogatoire, on va rechercher un symptôme majeur qui est la dyspnée, mais il peut y en avoir d'autres, la cyanose, l'hémoptysie, le malaise, la syncope, les douleurs thoraciques, une altération de l'état général. À l'examen clinique, c'est là la problématique de cette maladie, il est totalement aspécifique et souvent les symptômes de l'examen clinique sont tardifs. Donc vous allez avoir le souffle d'insuffisance tricuspide, l'éclat du deuxième bruit au foyer pulmonaire, l'éclat du P2, les signes d'insuffisance cardiaque droite qui sont assez rares chez l'enfant et qui sont un peu plus fréquents chez les adultes. Et puis l'échographie qui est un examen de dépistage qui va vous montrer une PAPS par insuffisance tricuspide à plus de 35 mm de mercure, une PAPM par insuffisance pulmonaire à plus de 20 mm de mercure et des signes d'anomalie du cœur droit avec dilatation, hypertrophie, voire dysfonction. Voilà en une diapo l'HTAP telle qu'on pourrait la résumer pour un étudiant en médecine qui veut savoir ce que c'est que l'HTAP. En une diapo. Mais vous n'êtes pas des étudiants en médecine et donc vous allez vouloir savoir un petit peu plus que ça. Mais je commence par des choses très simples. Pour connaître l'HTAP, il faut connaître la physiologie, mais vous avez déjà eu l'enseignement sur la physiologie et donc vous connaissez la loi de Poiseuille par cœur qui nous explique que la loi de Poiseuille appliquée dans la petite circulation va vous dire que la PAP moyenne, elle est proportionnelle au débit dans la petite circulation, aux résistances pulmonaires et le gradient va se passer entre l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire ou l'oreillette gauche, parce que c'est la même chose, et que comme la circulation est pulsée, on va prendre le chiffre de moyenne dans l'artère pulmonaire pour calculer ce gradient. Ça, c'est la formule de Poiseuille sur laquelle je ne reviens pas, puisqu'on en a déjà parlé au premier cours. Et donc, vous allez avoir des hypertensions pulmonaires qui vont être liées à l'augmentation de débit, d'autres qui vont être liées à l'augmentation de résistance vasculaire pulmonaire, et d'autres qui vont être liées à l'augmentation de la pression dans le cœur gauche, avec évidemment des motifs de physiologie complètement différents, puisque dans certains cas, ça sera une cardiopathie congénitale, dans d'autres, ça sera une maladie non congénitale, donc l'hypertension pulmonaire, elle est vraiment d'origine physiopathologique très, très, très variée. Les recommandations récentes ont changé. Au départ, on parlait de PAP moyenne à plus de 25 mm de mercure. Et sur la base de travaux dont je vous parlerai ultérieurement, on a baissé le seuil récemment à 20 mm de mercure pour définir l'hypertension pulmonaire. On ne parle plus d'HTAP, mais d'hypertension pulmonaire. Et dans ces hypertensions pulmonaires, vous avez l'HTAP. Et toutes les hypertensions pulmonaires ne sont pas dues à une maladie de l'artère pulmonaire. Ça, je vous en avais déjà parlé au premier cours. C'est une synthèse des différentes causes en fonction des mécanismes physiopathologiques. L'augmentation de débit, c'est essentiellement les chiens de gauche-droite. L'augmentation des résistances sont des pathologies totalement variées qui peuvent être génétiques, qui peuvent être respiratoires, qui peuvent être toxiques, etc. Et puis, vous avez les maladies du cœur gauche qui n'ont strictement rien à voir et qui sont dues chez l'adulte, un rétrécissement mitral ou un infarctus, et chez les enfants, en général, à des maladies du cœur gauche de type rétrécissement mitral, congénital, hypoplasie du cœur gauche. Voilà. OK ? Donc, les causes sont très, très, très variées. Je ne reviens pas sur le principe de Fick, mais ça fait partie de vos révisions sur l'interprétation d'un cathétérisme cardiaque dans l'hypertension pulmonaire, puisque ce principe de Fick corrélé à votre formule de Poiseuille va vous permettre de mesurer le niveau de résistance. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous remettre le rapport des QPQS calculé sur les saturations étagées au cathétérisme cardiaque, mais vous connaissez la formule par cœur. Et quand on applique la formule de Fick à la formule de Poiseuille dans un cathétérisme, on va pouvoir
mesurer les saturations étagées, mesurer la VO2, mesurer l'hémoglobine, etc. et faire donc un vrai calcul de FIC pour avoir vos niveaux de résistance. Et pour éviter d'avoir à faire des calculs compliqués, on peut aussi faire autre chose qui s'appelle le rapport de résistance. Et en faisant résistance pulmonaire sur résistance systémique, tous ces paramètres de la formule de Fick que vous connaissez vont disparaître, le numérateur et le dénominateur, ce qui fait que la formule en haut va être simplifiée avec rapport de résistance égale l'inverse du QPQS, donc QS sur QP, est égal à la différence de gradient dans la petite circulation par rapport au gradient dans la grande circulation. Et donc, cette formule, vous devez la connaître également par cœur, parce qu'elle est tombable sur un problème de physiologie simple où je vous donnerai ces chiffres et vous devez calculer les rapports de résistance. Quand vous avez le débit pulmonaire égal au débit systémique, tout est beaucoup plus simple. Au cathétérisme cardiaque, vous n'avez pas besoin de faire des stats étagés, vous faites ce qu'on appelle une thermodilution. Et donc, vous demanderez au cathétériseur sur la 3e session, si vous le souhaitez, comment on s'y prend, mais c'est relativement simple. La meilleure technique pour ceux qui sont en stage, c'est d'aller voir les cathétériseurs, leur dire montre-moi comment tu fais un FIC. Il n'y a pas besoin d'aller en cathé de cardiologie congénitale pour ça. Les cathétériseurs des centres de compétences HTAP font ça régulièrement. Par contre, quand il y a un shunt, on ne peut plus faire la formule de thermodilution puisqu'on est parasité par ce shunt dans le fonctionnement de la sonde de thermodilution. Et donc, on est obligé de faire cette fameuse formule de FIC beaucoup plus complexe avec les saturations étagées. Donc ça, c'est un rappel. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, qui est la dernière classification de l'HTAP dans les dernières recommandations, où on s'aperçoit que la cardiologie pédiatrique et congénitale, elle est en train d'arriver partout, puisque dans la classe 1, vous avez vraiment la majorité des cardiopathies congénitales, c'est les HTAP, c'est par exemple le syndrome d'Eisenmenger, vous allez avoir, je vais vous l'expliquer, une maladie de l'artère pulmonaire due au shunt. Mais vous avez aussi des hypertensions pulmonaires du groupe 2 dues à des maladies du cœur gauche. Et donc, on a rajouté récemment, elles n'y étaient pas, les cardiopathies congénitales dans le groupe 2, puisque vous le savez, on a des maladies du cœur gauche qui sont congénitales, le RM congénital, l'hypoplasie du cœur gauche, etc. Vous avez des maladies qui vont vous faire augmenter potentiellement la POG, la PVP, etc. Et enfin, on a également rajouté dans la classification les cardiopathies congénitales dans le dernier groupe, le groupe où on n'est pas certain du mécanisme d'hypertension pulmonaire, c'est le groupe 5. C'est un peu le tiroir où il y a pas mal de choses, où la recherche va peut-être faire qu'on regroupera différemment ces maladies, puisqu'il y a une recherche sur les génétiques en particulier. Il y a des formes un petit peu borderline qu'on met ici et qui sont le groupe 5. Donc, vous voyez, les cardiopathies congénitales qui, au démarrage, étaient uniquement dans le groupe 1, sont en train d'être mises dans d'autres classifications. Il y a aussi une autre classification qui est beaucoup plus hémodynamique, qui n'est pas ce type de tiroir et qu'on utilise pas mal. C'est la classification de l'HTAP liée aux cardiopathies congénitales et qui est donc l'HTAP lié au syndrome d'Eisenmenger, je vais en parler. C'est le groupe A de la classification de Dana Point, c'est ça cette classification. Le groupe B qui est le shunt significatif avec une HTAP sévère là on n'a pas de shunt droite-gauche, c'est un shunt gauche-droite exclusif, il n'y a pas de cyanose. Vous avez aussi les HTAP qui ressemblent à des HTAP idiopathiques mais qui ont un tout petit shunt. C'est ce qu'on appelle les HTAP illégitimes. Et qu'on a classé ici parce que, là encore, on se demande quel est le mécanisme précis de ces HTAP, puisque théoriquement, ce shunt ne devrait pas entraîner d'HTAP. Et puis enfin, vous avez les HTAP après la réparation d'une cardiopathie congénitale. Par exemple, vous avez une transposition simple des gros vaisseaux, vous lui faites le switch artériel, il y avait de l'HTAP avant et il y a de l'HTAP après. Donc, avec les progrès de la réanimation, en général, on passe le cap. Il y a quelques cas rares de cardiopathie congénitale réparée, même dans des temps corrects, qui vont garder une HTAP post-opératoire, très sévère. Vous avez aussi des HTAP sur des cardiopathies congénitales de l'âge adulte aujourd'hui, qui ont été sur des shunts opérés tard, à une époque où on n'avait pas les progrès de la CEC ou du cathétérisme comme aujourd'hui. Vous avez quelques adultes qui sont des survivants de cette période pédiatrique. Il n'y en a pas beaucoup, puisque l'HTAP sur une cardiopathie congénitale, c'est un pronostic effroyable. Mais vous avez quelques survivants de cette période qui ont un shunt corrigé et une HTAP résiduelle, malgré la correction du shunt.
Donc, ça fait 4 groupes différents hémodynamiques qui sont tous des HTAP associés à des cardiopathies congénitales, donc qui sont dans le groupe 1. Mais dans ce groupe 1, il y a ça. Et donc, quand on regarde un vaisseau d'artère pulmonaire qui subit du débit, vous avez à gauche le shunt gauche-droite avec une paroi fine. Puis, si on ne corrige pas ce shunt, la paroi va s'épaissir. Et quand la paroi va être très épaisse, à droite, le shunt va s'inverser puisque les résistances pulmonaires vont devenir supérieures aux résistances systémiques. La physiopathologie de ça, c'est donc la physiopathologie du syndrome d'Eisenmenger, cet HTAP fixé. Vous avez d'abord le shunt gauche-droite qui augmente le débit pulmonaire, qui augmente les forces de cisaillement sur la paroi de l'artère pulmonaire. C'est ce qu'on appelle le shear stress. Ce shear stress va abîmer la fonction endothéliale de la paroi vasculaire pulmonaire. Cette dysfonction endothéliale va entraîner une prolifération de cellules musculaires lisses, une prolifération de certains facteurs, une thrombose à l'intérieur de ces vaisseaux, et tous ces mécanismes vont contribuer à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Et le shunt, une fois que ces résistances vont dépasser les résistances systémiques, va s'inverser, après passer dans une phase de shunt équilibrée bidirectionnelle. La cyanose apparaît, et quand la cyanose apparaît, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Vous voyez que c'est un continuum qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui va être précoce quand le shunt va être sévère, à haute pression. Donc, par exemple, un canal artériel va faire de l'HTAP plus précocement qu'une CID qui va faire une HTAP plus précocement qu'un shunt prétricuspide. OK? Et il y a, je ne vais pas vous faire la physiopathologie de l'HTAP parce que ça pourrait être un cours à part entière en termes de biologie moléculaire. Il y a quand même un facteur qui est intéressant à regarder. Ce sont des Français qui l'ont découvert. C'est l'équipe de David Smadja, qui est hématologue à l'HEGP, et qui a découvert que ce facteur, l'endothéline, et qui est donc présent sur les cellules endothéliales, toutes les cellules endothéliales, mais en particulier de l'artère pulmonaire, augmentait de manière significative chez les patients qui avaient une HTAP. Il a regardé si chez les enfants c'était vrai également, et oui, c'est vrai. Le problème de ce facteur d'endothéline, c'est qu'à part Marseille et Paris, personne n'est capable d'analyser ce facteur. C'est très compliqué. Donc, je ne suis pas hématologue, mais en tout cas, vous n'envoyez pas ça au labo dans un truc congelé et on vous l'analyse. Non, il faut le faire immédiatement, donc dans des labos particuliers. Donc, ça ne s'est pas diffusé malheureusement partout, et ce qui est dommage parce qu'en fait, quand vous avez une augmentation d'endothéline, vous pouvez derrière prédire l'aggravation du pronostic et l'aggravation des résistances pulmonaires, un peu comme le BNP peut être utilisé dans l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est vrai que c'est dommage. C'est très intéressant dans le travail, mais ça n'a pas été diffusé sur tout le territoire ou même dans tous les réseaux. C'est compliqué, c'est cher. Et donc, c'est quand même s'il y a un marqueur à retenir dans l'HTAP, c'est celui-ci, mais ça n'est pas spécifique des cardiopathies congénitales. C'est toutes les HTAP. Oui, ça se dose dans le sang. Donc ça, c'est… alors moi, j'ai regardé l'article qui concerne les enfants. Et donc, vous voyez le taux d'endothéline qui est très élevé chez les enfants atteints d'HTAP. Une fois que ce patient il a un syndrome d'Eisenmenger, eh bien, ce syndrome d'Eisenmenger, c'est une maladie qui est pluriorgane. Il faut être un interniste pour s'occuper de syndrome d'Eisenmenger parce qu'être cardiologue, ça ne sert à rien, puisque en gros, on va regarder année après année l'altération de la fonction VD, l'aggravation de la cyanose, et qu'en fait, chez ces malades-là, on n'a pas trop de médicaments qui vont les sortir de là. Et donc, il va falloir surtout les prendre en charge d'une manière interniste et s'occuper de leur pronostic neurologique, neurovasculaire. Ce sont des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux. Leur coagulation, qui est particulièrement compliquée dans le syndrome d'Eisenmenger. On a une atteinte de tous les facteurs de coagulation, depuis les facteurs hépatiques jusqu'aux plaquettes. Thrombopénie, thrombopathie. Donc, ce sont des malades qui thrombosent et qui saignent, et on ne sait jamais de quel côté ils sont. C'est un vrai problème. Ce sont des malades qui font de l'insuffisance rénale, qui font des crises de gouttes qui sont très handicapantes à cause de l'hyperuricémie, qui ont des douleurs articulaires majeures. Donc, il faut savoir se faire aider des services d'algologie quand on a un adulte qui a un syndrome d'Eisenmenger, parce que les douleurs, c'est quelque chose qui peut profondément les handicaper. Ils font des litases biliaires, ils ont de l'hyperviscosité sanguine avec des céphalées, des bourdonnements d'oreilles, et ça, c'est problématique. Donc, en fait, quand on est cardiologue et qu'on s'occupe de ces patients, si je dois résumer 2 choses, c'est la douleur et le syndrome d'hyperviscosité.
Alors avant, on faisait des saignées chez ces patients qui ont été abandonnés parce que la saignée améliorait effectivement les symptômes d'hyperviscosité, mais entraînait d'autres effets indésirables dus à la carence martiale, etc. Donc, ça a été abandonné, sauf quand on n'a plus de solution et que le malade il ne vit plus avec son hyperviscosité sur le plan de ses conforts. On est dans des soins de confort, en fait. Donc, la survie dans la Eisenmenger, elle n'est pas bonne, hein. Elle est mauvaise, alors elle est meilleure que dans l'HTAP idiopathique parce qu'on a cette soupape qui est le shunt. Quand le shunt s'inverse, on remplit quand même le VG par le shunt et donc on fait moins d'arrêt cardiaque, on va dire, précoce que dans l'HTAP idiopathique. Alors, plus la cardiopathie est sévère et plus l'HTAP liée à cette cardiopathie congénitale est grave. Donc, vous voyez, la survie dans une HTAP SCIV, c'est 91% à 5 ans. Dans le tronc artériel commun, c'est 67% à 5 ans. Dans le ventricule unique, c'est 34% à 5 ans. Quand on a un ventricule unique et une HTAP, évidemment, ça va être très compliqué d'avoir une survie correcte. Les facteurs de risque pronostiques dans l'HTAP associé aux cardiopathies congénitales, c'est la trisomie 21, l'âge précoce au diagnostic, l'hypertension du ventricule droit, les troubles du rythme, l'insuffisance rénale chronique, l'hypoxie et le degré élevé d'NYHA. La vitesse de progression de la maladie vasculaire pulmonaire est plus lente que dans l'HTAP idiopathique. Les décès, c'est essentiellement un tiers de mort subite et le reste, insuffisance cardiaque et hémoptysie. Chez l'enfant, la survie est catastrophique. La survie médiane sans traitement, c'est 10 mois. Et depuis qu'on a les traitements spécifiques de l'HTAP qu'on a mis en place il y a maintenant une quinzaine d'années en pédiatrie, la survie s'est améliorée. Je rappelle que la survie d'un adulte non traité, c'est des cohortes historiques, on n'a plus ça, puisqu'on les traite maintenant par des molécules, c'était moins de 3 ans chez un adulte. Avant l'arrivée des nouvelles thérapeutiques spécifiques de l'HTAP, quand on était une femme jeune, on avait un lupus, une sclérodermie, et qu'on diagnostiquait une HTAP, on savait que sans traitement, elle décédait en moins de 3 ans. Je donne l'exemple du profil le plus connu d'HTAP idiopathique. Chez l'enfant, la classification est la même que chez l'adulte. En termes de physiologie, on a peu fait de différence. Eisenmenger, les shunts, les petits défects et la réparation complexe. Donc, je vous remets la diapo. Donc, en gros, l'HTAP de l'enfant, physiopathologiquement, elle est la même que chez l'adulte. D'ailleurs, le cathétérisme cardiaque s'interprète quasiment de la même façon que chez l'adulte. La moitié des cas d'HTAP pédiatrique est associée à une cardiopathie congénitale, ce qui est nettement plus que chez l'adulte. Puisque chez l'adulte, la majorité des HTAP sont dus à ces maladies, sclérodermie, lupus, etc. Le reste chez l'enfant, c'est aussi l'HTAP idiopathique. Donc la prévalence de l'HTAP idiopathique chez l'enfant, c'est 2 à 4 cas par million d'habitants. C'est vraiment une maladie rare, avec une incidence qui est très faible. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du réseau M3C, qui est le réseau des malformations cardiaques congénitales de la filière cardiogène. Allez sur le site de la filière cardiogène pour vous renseigner. Vous avez tous les professionnels des maladies rares cardiaques sur le site de cardiogène. Mais vous avez, en dehors de cardiogène, là, le réseau maladies rares de l'HTAP, qui est coordonné par l'équipe de Marc Imbert à l'hôpital Béclair à Paris, qui est un des plus gros réseaux maladies rares qui actuellement sort des publications de haut niveau à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'actuellement, qui contrôle, entre guillemets, les recommandations, les plus gros essais cliniques et les plus grosses publications sur l'HTAP sur le niveau international, c'est l'équipe de Gérald Simoneau qui a créé le service et maintenant Marc Imbert. Et donc, on a la chance en France d'avoir une équipe ultra dynamique dans les maladies rares de l'HTAP. Alors nous, avec notre M3C, du coup, on est sur 2 réseaux maladies rares. On peut être spécialiste de l'HTAP, s'occuper de malades de l'HTAP, ce qui est mon cas, mais on peut s'en occuper que dans un secteur particulier, par exemple la pédiatrie ou les malformations cardiaques. Donc, vous avez des malades qui vont appartenir à 2 réseaux maladies rares. Donc ça, c'est un peu tricky, mais c'est comme ça que c'est organisé en France. Et donc, là aussi, vous avez un site internet dédié au réseau de l'HTAP qui est très, très actif et avec beaucoup de publications qui sortent de cette équipe et qui est une équipe à la base de pneumologue adulte.
Donc voilà un peu comment est organisée l'HTAP. Et donc, avant de parler des traitements et des prises en charge qui vous intéressent, je vous parle de ce qui est actuellement le plus problématique chez ces malades, c'est l'impact de cette maladie chronique relativement sévère sur leur qualité de vie. Ce sont des malades dyspniques, ce sont des malades très limitées. Il n'y a pas beaucoup d'études de qualité de vie. Ce qu'on peut savoir, c'est que dans le syndrome d'Eisenmenger, qualité de vie, VO2, pente VCE sur VCO2, comme ceux dont je vous ai parlé sur le topo de la qualité de vie, sont fortement altérés dans une HTAP et que les essais cliniques qui testent des molécules dans le syndrome d'Eisenmenger ont montré quand même une petite augmentation de la qualité de vie sous ces molécules telles que le bosantan ou le sildenafil dont on parlera sur la partie thérapeutique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études de grande envergure sur le sujet cardiopathie congénitale HTAP et qualité de vie. Pour cette raison-là, le réseau dont je vous ai parlé, voyant qu'ils avaient un cardiopédiatre intéressé par le sujet, nous ont proposé de soutenir financièrement la première étude nationale, qui est actuellement la plus grosse cohorte publiée d'adultes avec cardiopathie congénitale associée à une HTAP. Et donc, c'est l'étude Achille, où on a, alors c'est que 208, ce n'est pas contrôlé, mais c'est une étude qui a le mérite d'exister. Et donc, il y a 14 centres de référence et de compétences français qui ont participé à cette étude. Il y en a une vingtaine, je pense, donc voilà, une majorité ont participé. Et donc, on a un âge moyen de 43 ans, 70% de femmes, 70% d'Eisenmenger. Et donc, vous voyez ici, je l'ai classé dans la classification de Dana Point parce que je trouvais que c'était la plus physiologique dans notre spécialité. Donc, Eisenmenger, chaîne gauche-droite, petit défect et après correction. Et donc, voilà les résultats. Vous voyez, donc on a donné une échelle simple. Chez l'adulte, vous avez le SF36 qui est archi publié avec des normes. Vous voyez en haut, en vert, les normes. Et de la moyenne, c'est une norme moyennée sur cet outil. Vous avez toutes les dimensions en bleu et vous avez des dimensions qui sont poolées en deux grands groupes, deux sous-dimensions en noir, qui sont tout ce qui est physique et tout ce qui est mental. Donc la composante physique du SF36 à gauche, qui regroupe toutes les dimensions physiques du questionnaire, et la composante mentale, qui est la deuxième colonne, qui regroupe toutes les composantes mentales du questionnaire. Et donc, vous voyez que le score de qualité de vie est plus bas que la population générale, 40 sur 50, et que la dimension mentale aussi, mais finalement, ce n'est pas si catastrophique que ça pour une maladie qui, dans notre spécialité, c'est les patients les plus graves. On ne peut pas faire plus grave qu'un adulte avec une cardiopathie congénitale, une HTAP. Je m'attendais à des chiffres pires que ça, très honnêtement. Donc, on a essayé de stratifier sur la NYHA pour essayer de voir quel était l'impact de la sévérité de l'insuffisance cardiaque ou de la NYHA sur la qualité de vie. Pourquoi on a fait ça? Parce que la NYHA, il n'y a rien de mieux pour stratifier nos patients en termes de sévérité. Ça reste le meilleur stratifieur, je ne sais pas si on peut dire ça, pour grouper nos patients, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit l'insuffisance cardiaque ou que ce soit une forme d'insuffisance respiratoire, un peu comme l'HTAP. Donc, cette classification Disney stade 1, 2, 3, 4 ou NYHA 1, 2, 3, 4, c'est très, très bien pour stratifier la sévérité de nos patients. Et d'ailleurs, regardez le premier graphe de gauche, qui s'appelle PCS. C'est la composante physique de la qualité de vie. On voit que plus le malade est grave en termes de NYHA, plus sa qualité de vie en dimension physique, elle chute. J'aurais presque tendance à dire à quoi ça sert de donner un questionnaire de qualité de vie, t'as qu'à évaluer sa NYHA. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pourtant, on l'a publié en 2016, il n'y a pas si longtemps, quand on a récupéré les dossiers médicaux pour l'étude pilote avant de lancer la vraie étude prospective, il nous manquait dans quasiment tous les dossiers la classe NYHA chez ces malades parce que les cardiopédiatres, à l'époque, pensaient que la NYHA chez ces congénitaux, ce n'était pas fiable, les malades ils vivaient avec leur maladie depuis longtemps, donc on n'arrivait pas à les discriminer, ils disaient qu'ils allaient bien, etc. C'est faux. C'est faux sur cette étude, la preuve, hein. Et puis c'est faux dans d'autres études, puisqu'il y a une publication qui est sortie quasiment en même temps de l'équipe de Londres qui a démontré par A plus B que la NYHA dans les cardiopathies congénitales tout confondues était la meilleure façon de classer nos malades. Voilà. Donc, depuis les années 2010-2015, les cardiopédiatres ont commencé
à mettre de la NYHA partout dans leurs évaluations de la même manière que les cardiologues le font dans l'insuffisance cardiaque. Et, petite parenthèse, je vous incite aussi maintenant dans vos dossiers médicaux à faire la classification Ross, qui est la classification NYHA du nourrisson, puisque vous ne le faites pas et que plus tard, certains d'entre vous vont vouloir faire des jolis travaux de recherche et voir si on peut stratifier nos malades enfants en fonction de la classification Ross, surtout si je veux savoir screener des malades pour un protocole médicamenteux de l'insuffisance cardiaque du nourrisson, par exemple. Vous voyez, donc ça, faites la classification Ross de l'insuffisance cardiaque de l'enfant. C'était une petite parenthèse. Donc à gauche, le PCS est stratifié en qualité de vie. Sur la NYHA, tout va bien. Plus c'est grave, plus ça baisse. Ce qui est beaucoup plus difficile à interpréter, c'est la deuxième colonne, qui est la dimension mentale. Là, on s'aperçoit qu'ils sont tous à peu près équivalents, quelle que soit la NYHA, et même que quand on est vraiment très, très, très malade, NYHA 4, HTAP, cardiopathie congénitale. Donc en rouge, le malade, il remonte un peu en score de qualité de vie par rapport à la strate d'avant. Alors les effectifs ne permettent pas de faire des grandes conclusions, mais en tout cas, c'est peut-être cette fameuse résilience, ce coping, ce paradoxe du handicap dont je vous ai parlé. Et donc c'est très intéressant de voir qu'une maladie très, très, très sévère peut ne pas avoir une qualité de vie en termes de dimension mentale si altérée que ça, puisque regardez, les contrôles là, ils sont juste au-dessus, hein, ça compte, hein, on n'est pas loin. Hein. On a fait une analyse multivariée pour évaluer les facteurs qui expliquaient cette qualité de vie. Et donc, évidemment, la classe fonctionnelle NYHA est sortie, le test de marge de 6 minutes est sorti, l'anxiété-dépression du malade est sortie, ça c'est un déterminant majeur de la qualité de vie. Le sexe féminin, encore une discrimination, être femme et malade, c'est pas une bonne chose pour la qualité de vie. Et puis quelque chose qui n'a rien à voir avec la maladie elle-même, un événement stressant récent. Et on a rappelé ces malades parce qu'on ne comprenait pas pourquoi l'événement stressant récent avait un tel impact sur la qualité de vie. Dans la majorité des cas, c'était la perte d'un être cher. Donc voilà, donc, pas de rapport direct avec l'HTAP, mais voilà. On a regardé donc les scores, d'autres scores NYHA, d'autres scores sur lesquels je vais me parvenir, et puis on a regardé les scores d'anxiété-dépression qui étaient quand même assez importants, ce sont des malades très anxieux, et donc l'anxiété et la dépression dans les maladies chroniques sont des facteurs explicatifs de la qualité de vie. En pédiatrie, la dépression maternelle a été démontrée comme un facteur prédictif d'une mauvaise qualité de vie d'un enfant avec une maladie chronique et en particulier une cardiopathie congénitale. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans la partie traitement, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse pas mal pour ceux qui sont intéressés par l'HTAP. Donc il y a en gros 3 classes médicamenteuses. Vous avez la classe des prostacyclines, vous avez la classe des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, et vous avez la classe des antagonistes des récepteurs de l'endothéline 1. En termes de recherche et d'evidence-based medicine, dans l'HTAP associé aux cardiopathies congénitales, c'est la dernière classe médicamenteuse, donc les antagonistes des récepteurs de l'endothéline 1, pour lesquels il y a actuellement le niveau de preuve le plus élevé. Ce qui ne veut absolument pas dire que les 2 autres marchent moins bien, tout simplement que les essais cliniques sont rares dans ces pathologies-là et que les premiers à avoir fait un essai clinique randomisé contrôlé dans cette pathologie, c'était l'équipe de Actelion qui a testé le bosantin. Pour les prostacyclines, vous avez différents types de prostacyclines. Donc l'époprosténol, le Flolang, vous connaissez IV, l'Iloprost qui est inhalé, le Treprostilil qui est sous-cutané, le Beraprost qui est oral. Enfin, il y a toute une flopée de prostacyclines. Toutes améliorent la capacité à l'effort. La majorité des essais cliniques ont quand même été faits chez l'adulte sur le Flolang, qui reste le médicament de référence. Ça diminue les pressions pulmonaires moyennes, mais finalement, peu d'études et pas mal d'effets secondaires sur ces molécules-là. La deuxième classe, donc les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, la molécule référente, c'est le Revasio, le sildenafil, mais vous avez aussi le tadalafil, que vous connaissez probablement. Là aussi, dans les essais cliniques, on améliore la capacité à l'effort, on améliore la NYHA, on baisse la pression moyenne dans les essais cliniques qui ont inclus le plus de patients, c'est-à-dire finalement les HTAP idiopathiques. On ne l'a pas démontré dans les cardiopathies congénitales encore. Il y a une même tendance dans l'Eisenmenger. Et la posologie, vous la connaissez, c'est 20 mg 3 fois par jour de sildenafil dans l'HTAP,
Chez les plus petits enfants, la posologie, elle est en fonction du poids. Donc, ces molécules-là, elles semblent très efficaces. Pourquoi il y a moins de résultats dans les cardiopathies congénitales? C'est parce qu'on a peur que dans un shunt, des molécules qui peuvent diminuer les résistances déséquilibrent complètement l'hémodynamique de cette cardiopathie. Donc, il y a eu beaucoup d'essais cliniques au démarrage qui ont exclu les cardiopathies congénitales pour cette raison-là. Donc, pourquoi le bosentan a un niveau de preuve supérieur? Ce n'est pas que la molécule est meilleure, je ne pense pas. Je pense qu'elles sont toutes efficaces, surtout si on les cumule. Mais c'est parce qu'ils ont pris des malades avec cardiopathie congénitale et ils ont simplement dit par précaution, si la saturation baisse trop, parce que le shunt devient trop important, parce que ça peut baisser les résistances systémiques, si ça baisse trop les résistances systémiques par rapport aux résistances pulmonaires, et que tout est baissé et que le shunt s'aggrave, on sort le patient de l'étude. Et finalement, cet événement indésirable n'est pas arrivé. Donc, ils ont pu terminer leur essai clinique, c'est-à-dire que cette molécule n'a pas déstabilisé le rapport des résistances pulmonaires et systémiques. Okay. Donc, mais il y a eu beaucoup de précautions dans ces essais cliniques. C'est la même chose pour des nouvelles molécules dont je parlerai plus tard, où on exclut dans les essais cliniques les cardiopathies congénitales par peur. Les malades font un peu peur parfois, comme la physiologie est parfois complexe, ils sont exclus des essais cliniques parce que le laboratoire pharmaceutique, lui, il ne peut pas se permettre qu'un événement indésirable grave fasse planter complètement son essai clinique. Ils sont dans une stratégie qui est différente des chercheurs académiques dont je fais partie, où nous, finalement, on est payé par l'argent public, par nos impôts, pour faire ces études. L'enjeu, c'est que ça marche, mais on n'est pas inquiet de la commercialisation de telle ou telle molécule derrière. On n'a pas ça, ce qui est quand même un peu plus confortable. Donc là, je vous ai mis un papier qu'on a publié récemment sur le tréprostyle en pédiatrie. Je n'ai pas de préférence pour des molécules, mais c'est vrai que dans les prostacyclines, il y a une petite particularité à la pédiatrie qui est que les voies d'abord peuvent être complexes. Donc la voie intraveineuse pour mettre des prostacyclines chez les enfants, c'est compliqué. La voie inhalée, les réanimateurs l'utilisent un peu, mais ça a un effet très fugace. Et donc, il y a beaucoup d'équipes pédiatriques qui utilisent cette molécule parce qu'elle est sous-cutanée. Elle est facile à utiliser. Et alors que chez l'adulte, on a pas mal d'effets indésirables à titre de douleur atroce, comme un syndrome grippal, les prostacyclines, la tolérance en pédiatrie, elle est assez bonne. Donc, les premiers à avoir en France, même ailleurs, promu l'utilisation du tréprostinil chez l'enfant, en particulier chez les petits, c'est l'équipe de Necker avec Marine Nelly, qui d'habitude fait secours, je remplace parce qu'elle a une impossibilité cette année. C'est vraiment une spécialiste de l'HTAP. Elle a été dans les premiers à traiter les nourrissons avec cette molécule et elle disait ça dans les congrès. C'est assez incroyable, ça marche bien. Et je n'ai pas d'événement indésirable, je n'ai pas besoin de voie centrale puisque c'est du sous-cut. On peut mettre une petite pompe à côté de type pompe qu'on mettrait dans le diabète, par exemple, et on délivre des tout petits volumes. Ça marche bien. Moi, j'ai écouté ce qu'elle disait. Donc, effectivement, je me suis fait le même avis sur les patients que j'ai mis sous tréprostinil. Et on a fait une revue de la littérature pour voir ce que les autres faisaient, sortir de la France. Et effectivement, c'est dans la revue de la littérature un peu le message global. Donc, cet article-là, sur le Drive, je vous l'ai mis. Tous les articles un peu importants, j'essaie de vous les mettre sur le Drive. Vous avez un onglet articles, donc les recos, les trucs comme ça, j'essaie de vous les mettre. Et donc, il y est dessus, vous avez les doses, voilà. On est pas mal interrogé par les différents centres de compétences sur comment on met du tréprostinil en pédiatrie. Voilà, donc c'est une molécule hors AMM. Il n'y a pas eu d'essai clinique malheureusement dessus. Mais voilà, parmi toutes les prostacyclines, on a l'impression qu'elles ne fonctionnent pas trop mal et les réanimateurs aussi aiment bien cette molécule-là. Voilà, je ne pense pas qu'elle soit plus efficace que les autres, hein, mais elle est… Tu avais une question? Non. Alors, tu peux le mettre dans la cardiopathie congénitale, mais là, je parle vraiment de l'HTAP de l'enfant, toute HTAP, donc tu as moitié congénitale, moitié idiopathique. C'est vrai que dans les cardiopathies congénitales de l'enfant aujourd'hui, on est devenu tellement bon dans le dépistage et dans la prise en charge qu'on va faire, j'espère, disparaître le syndrome d'Alzheimer, en fait. Ouais. Tu avais une question? Ouais. Alors oui, tu as tout à fait raison. En fait, il n'y a pas d'essai médicamenteux de phase 1, PKPD, de phase 2,
et de phase 3 dans le sildenafil de l'enfant. Donc, ce sont des recettes. Donc, j'ai essayé de regarder dans la littérature les posologies les plus utilisées. Il y a des gens qui dépassent largement ces posologies-là, y compris en particulier en réanimation, dans des pathologies comme la diaphragmatique ou comme l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. J'ai mis la dose un peu plus faible que ce qui est fait dans certaines pratiques parce qu'il y a eu une alerte il y a 5 ans, je crois, de l'Agence européenne du médicament et de la FDA parce qu'il y a eu des décès sur des surdosages au sildenafil. Sauf qu'on ne sait pas si c'est des surdosages ou si la maladie était tellement grave qu'ils ont dépassé les doses. Donc, il y a une espèce d'alerte qui est passée. C'est un enseignement un peu académique. Je n'ai pas voulu noter dans un truc très officiel, dépasser les doses, mais dans la vraie vie, on les dépasse absolument. On va plus que ça dans la vraie vie. Mais je ne voulais pas l'écrire. Oui. Oui. Ouais. Nourrissons, enfants, ados. Hein. Alors, je ne suis pas néonatologue, je ne suis pas réanimateur, donc je ne peux pas te répondre sur l'utilisation de cette molécule dans cette indication-là. Je pense que certains le font. Je pense que ceux qui connaissent bien l'HTAP en néonatologie, quand ils ont une situation peut-être assez sévère, le font. Mais avec les méthodes actuelles de réanimation pédiatrique, de nouvelles modalités de ventilation et le NO, ils ont quand même réglé beaucoup de problèmes. En tout cas, moi, dans les réanimations néonatales où j'ai eu à intervenir pour les aider dans cette prise en charge, mon rôle a surtout été, attention, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui explique cette hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né? Et dans ma pratique, c'est ça que j'ai remarqué, c'était des diagnostics très complexes d'hypertension mixte, où il y avait, par exemple, un chien qui n'avait pas été vu par aucun des cardiologues. Et donc, mon message, c'est plutôt ça. C'est quand on est à mettre du prostacycline sur un nouveau-né, cherche une autre cause que l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né, aller jusqu'à l'angioscanner, voir le cathétérisme cardiaque. On s'est fait piéger, y compris dans des centres dont c'est le métier de diagnostiquer ça, par des échos jugés normales, des scanners avec un doute et un cathétérisme qui a retrouvé des chantes. Donc ça, ce sont des tableaux, ce sont des histoires de chasse, hein, évidemment, hein, c'est des malades qui sont très rares. Hein. Mais donc, dans l'hypertension pulmonaire stricte, persistante du nouveau-né, théoriquement, tu ne devrais pas avoir à mettre de prostacycline. Alors, le coût, c'est hyper important, tu as totalement raison. Hein. C'est-à-dire que les dernières lignes de médicaments, Bosantan, etc., sont très chères. Mais alors, pourquoi ils sont très chers? Ils sont très chers parce que tu as un laboratoire qui a pris le risque, à un moment donné, de faire un essai médicamenteux et d'investir sur des coûts monstrueux pendant 10 ans, ce qui fait que derrière, si vous ne connaissez pas comment ça se passe, en fait, une fois que vous avez terminé l'essai clinique, s'il est positif, vous avez un dossier que vous transmettez aux agences de médicaments, européennes puis nationales, c'est un gros dossier, et ces agences, on va prendre le cas de la France, vous avez des commissions à la Haute Autorité de Santé qui vont classer le bénéfice du résultat de cet essai clinique. Ça s'appelle l'amélioration du service médical rendu. Plus ton ASMR est bonne, plus derrière, le coût du médicament sera élevé et le taux de remboursement par la sécurité sociale sera bon. Ça, c'est quelque chose sur lequel peu de médecins sont formés, ce qui est incroyable, parce que c'est du civisme médical, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'un médecin, il devrait se dire comment ça marche dans mon pays. En fait, vous n'avez aucune formation là-dessus, ce qui est incroyable, ce qui est inacceptable. Alors qu'en fait, vous voyez, je vais l'expliquer en 2 minutes, et l'affaire, elle est réglée. L'ASMR, elle est évaluée par des médecins experts qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec le laboratoire. Et ces médecins experts vont dire, ben voilà, dans l'étude BREST-5 du Bosantan, on a augmenté le test de marche de 6 minutes de 53 mètres sur un critère de jugement principal. Okay. Est-ce que ça, c'est une ASMR 1, 2, 3, 4? Voilà comment ça se passe. Ensuite, c'est converti en somme d'argent. Là, je ne maîtrise pas du tout comment ça se passe par les assurances. Et donc, évidemment, le laboratoire va tout faire pour avoir un coût et un taux de remboursement le plus élevé. Et pays par pays, il doit envoyer ses dossiers. Okay. Ce système est très dangereux en France parce que qui aujourd'hui est un expert
de l'HTAP, maladie rare, connaît les critères de jugement, connaît la recherche clinique, connaît la pharmacocinétique, etc. de ces molécules, et va être indépendant de la HAS pour juger de cet essai clinique. Les gens qui sont des experts en France ont tous participé à ces essais cliniques. Donc actuellement en France, à cause du Sunshine Agreement et du fait donc de vouloir laver plus blanc que blanc dans notre pays, c'est ça, hein, donc là c'est de la conscience politique. Les dernières lois en France sur l'indépendance des médecins, ça fait plaisir à la population, c'est joli comme tout de dire ça, sauf que dans la vraie vie, il n'y a plus d'experts aujourd'hui à la HAS pour juger des essais cliniques de maladies rares, donc il y a une discrimination à l'expertise. Les pays anglo-saxons, tu dois tout déclarer, tu es expert, mais tu as un conflit d'intérêt, le conflit d'intérêt est noté. Après, tu en fais ce que tu veux, mais c'est comme ça. C'est vraiment le civisme dans la recherche, c'est quelque chose qui est très important et que vous devez, à mon avis, connaître pour pouvoir juger aussi vous-même dans vos pratiques personnelles. Donc le coût, bon, je ne connais pas tous les coûts, hein, mais je sais que les molécules qui ont eu un ASMR élevé sont plus chères. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que la fabrication est plus chère ou pas. Et donc si on prend l'exemple de 2 laboratoires, parce que vous me branchez sur le sujet, là, moi si vous ne m'arrêtez plus, mais les diapos, vous les lirez. Mais c'est plus important ce que je vais dire là. Le Revatio, et donc par le laboratoire Pfizer, okay, qui aujourd'hui est devenu génériqué. Enfin, moi, je vais mener un essai clinique qui utilise le sildenafil dans les ventricules cliniques, je vais vous en parler à la fin. Payé totalement par l'argent public. Et bien, quand j'ai demandé à la même période au laboratoire de m'aider un peu, jeune chercheur, à me donner un peu de sous, totalement public, pour fabriquer le placebo. Puisqu'ils avaient fait des essais cliniques, eux. Ils avaient le laboratoire qui faisait le placebo. Je ne leur demandais même pas de l'argent, je leur disais, j'ai l'argent, j'ai tout, mais j'ai besoin que vous me disiez comment je fabrique le placebo, qu'est-ce que je peux faire, avec quel pharmacien il faut que je bosse, etc. Juste une collaboration. Je ne demandais même pas d'argent. J'ai envoyé un mail, ON+1, ON+2, j'ai monté tous les échelons. Marc Imbert, quand même, qui a un poids plus important que moi, il a envoyé. La molécule venait passer dans le générique. Marc Imbert me dit, ils ne te répondront pas, ils s'en foutent maintenant. Et exactement, j'attends toujours que Pfizer me réponde. De l'autre côté, j'avais Actelion. Alors, il n'y a pas les méchants et les gentils. Ne croyez pas qu'il y a un gentil labo et un méchant labo. À l'époque, le laboratoire Actelion, donc le Bosantan, était en plein boom puisque leur ASMR était très élevé et qu'ils étaient dans la phase de remboursement de leur molécule de tractine avec une AMM pédiatrique. Et bien, je leur ai demandé 50 000 € pour faire mon étude de qualité de vie, ils m'ont fait le chèque. Voilà ce que c'est que les conflits d'intérêts et voilà ce que c'est que l'investissement dans un labo. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il y a un gentil labo et un méchant labo. Il y a juste des concepts, des paradigmes, des investissements que n'importe quelle boîte privée doit faire. Et de génériquer des malades, moi, ça m'inquiète énormément parce que je vois le corollaire qui est que derrière, c'est bien de génériquer, hein, ça fait plaisir à tout le monde, mais si le résultat, c'est que les laboratoires pharmaceutiques n'investissent plus sur les essais cliniques pour les malades les plus rares parce que le marché est faible, je suis très inquiet de ça. Voilà. Donc, le coût, tu vois, derrière le coût, il y a tout ça. En fait. Non. Ça, heureusement. Par contre, alors là, je viens de être très négatif, mais nous ne sommes pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a la chance que la dernière personne qui décide de tout dans notre pays, c'est le médecin. Si le médecin décide que cette molécule doit être mise, personne ne peut l'empêcher. Personne, aucun politicien, aucun. Vous avez vu l'affaire du Covid et ces charlatans qui mettaient des tout là pour s'amuser, ils avaient le droit. Ils ont dû faire des lois pour empêcher les pharmaciens de délivrer le truc. Voilà. Et donc, moi qui suis par exemple pas du tout en rapport avec ce que Raoult, pour ne citer que lui, a dit pendant cette période, parce qu'il a inquiété la population, et ça, moi, je lui en veux d'avoir inquiété la population. Par contre, quand on l'écoutait, il avait le même discours que ce que je suis en train de dire sur les conflits d'intérêts et sur la façon de gérer la recherche dans le pays. Voilà. Il s'y prenait différemment peut-être. Donc, Breastfile, l'essai clinique randomisé contrôlé sur le Tracleer dans l'HTAP. Premier essai randomisé en double aveugle versus placebo, multicentrique, publié dans les milieux des années 2000.
Les principaux d'inclusion étaient les plus de 12 ans, en stade 3, des SAT 70 à 90%, des PAP moyennes à plus de 25 et des résistances élevées. Et ils jugeaient à 16 semaines que la SAT ne baissait pas, les résistances n'inversaient pas le shunt et que la capacité fonctionnelle s'améliorait. Et donc, leur résultat, c'est cela. Et donc, la tolérance est bonne. On augmente de 53 mètres la capacité à l'effort. Vous voyez, c'est quand même, ils n'ont pas fait de VO2 à l'époque, hein, c'est quand même pas non plus la panacée, mais ils ont eu un super ASMR avec ça. Et donc, ils ont eu la molécule qu'ils ont ensuite testée comme il faut, phase 1, phase 2, phase 3, en pédiatrie, avec une posologie pédiatrique et une posologie adulte que je vous mets là. Et moi, je salue toujours les laboratoires qui investissent dans quelque chose qui n'est pas rentable. Et donc, ce laboratoire a été créé par une pédiatre qui était une chercheuse et qui, complètement par hasard, a découvert ces phénomènes de l'endothélie, alors qu'elle n'était pas du tout en train de travailler là-dessus. Je vous rappelle que la pédiatrie est la première spécialité à avoir montré l'efficacité de la CPAP chez les nouveau-nés. La CPAP a été inventée par des pédiatres. Donc là, elle était dans un laboratoire qui s'occupait surtout des prémas, des nouveau-nés et de l'insuffisance respiratoire. Et de manière totalement hasardeuse, elle est tombée sur cette endothéline. Elle n'a pas été soutenue par l'université quand elle a fait cette découverte. Et donc, elle est partie dans le privé et elle a monté sa boîte qui s'appelle Actelion. Et elle s'est toujours dit quand même en fin de carrière, qu'elle était quand même pédiatre et que même si ça coûtait de l'argent à sa société, elle finirait sa carrière en donnant une molécule au goût de tutti frutti, c'est-à-dire acceptable pour des enfants, et sécable en 4 pour qu'on ne fasse plus ces déconditionnements. Donc je trouve qu'elle a bouclé la boucle, elle a commencé à l'université, elle a terminé avec sa boîte, elle a classé en bourse, et puis elle est partie à la retraite en ayant mis une molécule de la pédiatrie. C'est toujours intéressant d'avoir des histoires derrière de ce qui s'est passé. Donc, actuellement, les problèmes, c'est quoi? Vous avez l'Eisenmenger qui est complètement à l'opposé du spectre de la gravité de l'HTAP. Les résistances sont fixées, on ne peut plus rien faire. Vous avez les shunts au début, où là, actuellement, on les opère tous pour pas qu'il y ait d'HTAP. Et puis, vous avez des malades au milieu, qui sont dans la zone grise, et qui sont des malades où on a du mal à raisonner, parce qu'on se demande si le shunt, en le fermant, on va aggraver ou améliorer la situation. Et actuellement, toute la problématique, c'est cette zone grise, où on se dit, est-ce qu'il faut faire des biopsies pulmonaires pour évaluer le degré lésionnel? Ça a été un peu abandonné, mais il y a eu quelques littératures qui ont montré qu'il pouvait y avoir des degrés faibles d'atteinte du poumon qui pouvaient éventuellement dire on va fermer le shunt. Vous avez le cathétérisme cardiaque, et j'en parlerai avec le test de réversibilité. Et puis, vous avez des spécificités très particulières où là, on a du mal à raisonner, comme des ventricules uniques, où là, l'HTAP, si on est à plus de 15 mm de mercure ou 20 mm de mercure, on est dans des situations qui sont hémodynamiquement beaucoup plus précaires que dans les autres HTAP classiques. Et donc, il y a un espèce de concept qui a émergé il y a une dizaine d'années, qui était est-ce que si on est très agressif sur une cardiopathie avec HTAP par des molécules et dans un shunt, on va éventuellement entraîner un remodelage du vasculaire, baisser les résistances et pouvoir opérer un malade qu'on n'aurait pas opéré sinon. Donc là, toute la réflexion dans notre spécialité aujourd'hui, elle est là. On n'a pas la réponse complète à cette question-là particulièrement, et on l'aura de moins en moins avec les années, et c'est tant mieux, parce que maintenant, on opère très tôt les patients. Vous l'avez vu, tout est réglé dans les 6 premiers mois de vie, dans la quasi-totalité des champions. Je vous ai mis aussi les noms, mais ça c'est pour votre culture, des nouvelles molécules, parce que je sais que pour ceux qui font en particulier de la cardiologie adulte, vous allez voir ces molécules régulièrement prescrites. Retenez les classes, hein, là c'est vraiment pour que vous ayez les noms, mais vous avez les bébés bosentan qui sont l'amblysotan et le bacitantan, qui sont toujours des antagonistes des récepteurs d'endothéline 1. Vous avez le petit frère du sildenafil qui s'appelle le tadalafil. L'avantage, c'est une prise par jour. Donc là aussi, c'est important quand même ces progrès en termes de qualité de vie. Enfin, quand on est un adulte, on préfère prendre du tadalafil que du sildenafil, hein, si c'est aussi efficace. Le Selexipag, qui s'appelle Uptravi, qui est pareil, une molécule qui est commercialisée par Actelion et qui est un agoniste sélectif du récepteur de la prostacycline, qui a une AMM chez l'adulte pour l'HTAP de stade 2 et 3, pas en pédiatrie,
On a fini l'essai clinique Selexipac en pédiatrie récemment. Moi, j'ai pris quelques patients. Je n'ai pas les résultats. En tout cas, la tolérance était très bonne. Alors que quand on a prescrit du Selexipac chez les adultes, ils avaient quand même beaucoup d'effets indésirables, de douleurs abdominales, de crampes, un peu comme les prostacyclines en fait, hein, puisque c'est un agoniste finalement des prostacyclines. Chez les enfants, c'était placebo, donc je ne sais pas ce qu'ils recelaient, hein, mais en tout cas, j'ai eu aucun. Donc, ils partaient avec une ordonnance antalgique, spasmon, etc., parce qu'ils partaient avec cette ordonnance. Et en fait, j'ai aucun de mes patients inclus dans cet essai clinique qui a utilisé ces molécules antalgiques, anti-spasmes, etc. Mais je ne sais pas s'ils étaient dans le placebo ou dans le groupe. En tout cas, quand on en parle entre nous, la tolérance est bonne. Mais on n'a pas les résultats de cette étude. Vous avez aussi des nouvelles molécules qui ne sont pas du tout prescrites en pédiatrie, mais qui sont prescrites chez l'adulte, qui sont d'une autre voie, qui sont les stimulateurs de la guanylate cyclase et qui sont donnés chez l'adulte, ça s'appelle le riociguat, qui sont une nouvelle classe médicamenteuse. Là, 0 essai clinique chez les congénitaux. On a failli faire l'étude Rio-Fontan, qui est une étude qui aurait dû mettre laboratoire Bayer, là aussi c'est la vraie vie, où ils ont pris un comité d'experts scientifiques pour les aider à monter le protocole. Donc moi, je faisais partie des experts du critère de jugement principal. On est très nombreux hein, à s'occuper de ça. Le critère de jugement principal dans Rio-Fontan, qui était donc le riociguat dans le Fontan, avec hashtag, le critère de jugement principal qu'ils ont pris, c'était un critère de CPET, de test d'effort cardio-respiratoire. Et donc, on était 3 experts du test d'effort cardio-respiratoire qui nous ont tous enfermés dans un hôtel à Munich pour qu'on sorte avec des chiffres de delta d'augmentation potentielle de ce score de VO2, de pente sur le CO2, pour calculer le NSM, puisque vous savez que c'est comme ça qu'on calcule le NSM en recherche, c'est comment le delta de critère de jugement principal va évoluer avant après traitement. Hein. Okay, donc on s'est tous mis d'accord, c'était magnifique comme expérience, et finalement, une fois que l'essai clinique était totalement rédigé, tout le monde était prêt, la direction générale du laboratoire a dit on a fait notre étude financière, le risque est beaucoup trop important qu'on n'y arrive pas à mener cet essai clinique, vu la rareté de la maladie, vu les difficultés d'inclusion des praticiens, vu le fait que vous, médecins, n'avez aucun sens civique sur la recherche et donc vous n'allez pas inclure. Et donc tout ça, ils le savent, les labos. Ils ont dit, nous, on ne prend pas un risque de je ne sais combien de millions d'euros d'investissement alors qu'on va droit dans le mur. Et donc tout s'est arrêté. Et donc cette étude Rio-Fontan n'a jamais vu le jour. Vraiment, je vous explique comment ça se passe. La seule façon, c'est de demander dans ce cas-là au gouvernement de nous donner de l'argent public pour le faire à la place de Bayer. Les autres thérapeutiques de l'HTAP quand il n'y a pas de shunt, c'est de créer un shunt. Et donc, on peut créer un shunt par une anastomose systémico-pulmonaire entre l'aorte et l'artère pulmonaire, qui est une anastomose centrale qu'on appelle une anastomose de POTS. Le POTS, initialement, a été fait par des chirurgiens, et maintenant, on a des POTS qui sont faits par des cathétériseurs. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va probablement être de plus en plus diffusé quand on a des malades qui sont en attente de greffe, par exemple, puisqu'on va les transformer d'une HTAP idiopathique en une HTAP de type soupape, comme un Eisenmenger. Et donc, les résultats préliminaires de gens qui font des POTS sont plutôt encourageants, on va dire, mais enfin, à condition derrière qu'on puisse les greffer. Et puis, l'autre technique, mais qui est moins faite, c'est de créer un shunt à l'étage auriculaire par une atrioseptostomie. Par contre, évidemment, on transforme ces malades en malades beaucoup plus cyanogènes. L'activité physique dans l'HTAP liée aux cardiopathies congénitales, c'est donc une contre-indication au sport intensif et au sport de compétition. Excusez-moi. Et actuellement, je vous en ai déjà parlé, on est dans une dynamique de prescription individualisée et de promotion quand même de l'activité physique chez ces patients. Il n'y a aucun essai randomisé contrôlé publié dans cette population-là. Il y a une équipe allemande qui est en train de mener un essai clinique, mais on n'a pas encore les résultats, en tout cas à ma connaissance. La réhabilitation cardiaque, c'est probablement ce qui convient le mieux à ces patients, puisque personnellement, je n'oserais pas faire de la réhabilitation à domicile chez des malades avec une HTAP. Et donc, il faut mettre de l'ETP, et là, ça rentre bien, puisqu'on a le trépied médicaments ETP et réhabilitation, enfin, activité physique. Donc, ça correspond complètement à cette population. Il y a peut-être des nouveaux métiers aussi qui pourraient être importants pour eux. Donc, les enseignants d'activité physique adaptée, peut-être, pourraient être une population de professionnels qui pourraient s'en occuper, mais ce n'est pas encore développé. Mais ils ont besoin d'une prise en charge multidisciplinaire, puisqu'il y a les aspects douleurs,
Il y a les aspects rééducation fonctionnelle. Vous avez vu qu'ils avaient des arthropathies pour les Eisenmenger. Qui de mieux que les centres de réadaptation font ça, là, pour le coup, vraiment envoyer tous vos malades adultes avec HTAP dans des centres de réadaptation, ce qui n'est pas fait du tout dans la vraie vie, encore une fois. Vous avez les psychologues, vous avez tout pour la prise en charge de ces patients. La VO2 dans les cardiopathies HTAP, congénitales HTAP, c'est la plus faible des VO2 de toute cardiopathie congénitale. Ça, c'est un article qui a été publié par les Londoniens il y a maintenant une dizaine d'années. Et d'autres travaux ont montré que la pente sur VCO2, donc l'efficience ventilatoire, était très élevée dans l'HTAP associé aux cardiopathies congénitales. Et donc, c'est un critère qu'on appelle un surrogate en médecine, en recherche. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à avoir une VO2 max parce que le patient est très malade et vous n'arrivez pas à obtenir ça, vous prenez un autre critère qui est un critère sous-maximal. La VO sur VCO2 en fait partie. Et c'est un critère qui est discriminant et associé à la mortalité dans l'insuffisance cardiaque adulte de l'adulte, et aussi dans l'HTAP. Donc, c'est un critère qui est très, très robuste et qui est vraiment très intéressant à regarder. Dans ma cohorte de malades de VO2, les VE sur VCO2 les plus élevés, ce sont eux. Ce sont ces malades-là. Encore plus que les ventricules uniques, encore plus que les insuffisants cardiaques en prégrève. Ce sont les pires pans VE sur VCO2. Donc, quand vous avez finalement 3 stades, j'en ai un peu parlé, avec une HTAP réversible, un shunt gauche-droite, un débit élevé, vous fermez la shunt par chirurgie ou par cathé. J'ai mis chirurgie, mais si c'est un canal, c'est du cathé, par exemple. Si c'est en bas une HTAP fixée sur un Eisenmenger, on ne peut plus fermer le shunt. Et donc là, c'est la place des nouvelles thérapies. Vous pouvez remplacer le point d'interrogation par un point d'exclamation, puisqu'il y a quand même de plus en plus d'études, même s'il n'y a pas beaucoup d'essais randomisés contrôlés qui montrent leur efficacité. Et puis au milieu, vous avez la zone grise où on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut fermer le shunt partiellement? Est-ce qu'il faut mettre des trithérapies d'emblée et être très agressif en se disant que ça va faire du remodelage, baisser les résistances? La partie la plus intéressante, c'est la zone grise sur laquelle ça amène beaucoup de réflexion. Donc, vous voyez ces différents types. Là, vous avez un nourrisson qui a une insuffisance cardiaque très marquée, avec vous voyez ici un énorme canal artériel. Et ce gros canal artériel, il est des 2 couleurs, il est bidirectionnel. Et vous vous dites, mon Dieu, il a des résistances élevées alors qu'il est tout petit, qu'est-ce que je fais? Dans la majorité des cas, même quand vous avez cette situation-là, quand vous corrigez le shunt, vous réglez le problème. D'autant qu'aujourd'hui, les réanimateurs néonataux sont devenus très bons avec les molécules qui sont en particulier le NO, etc. On dit quand même, ça vous le savez, qu'il faut quand même corriger la majorité de ces shunts dans la première année de vie. Et plus la cardiopathie est à haut débit dans l'artère pulmonaire, donc un shunt systémico-pulmonaire tel qu'un tronc artériel commun, tel qu'un canal artériel, tel qu'une grosse collatérale orthopulmonaire, tel qu'une fenêtre orthopulmonaire, donc ces shunts qui sont vraiment des shunts à fort débit, vont très vite faire du shear stress dans l'artère pulmonaire et cela, il faut les corriger tôt. Quand on est dans des shunts intracardiaques, on a un peu plus de temps. Et quand on est dans des shunts prétricuspides, on a vraiment beaucoup plus de temps. Okay, et d'ailleurs, un shunt prétricuspide comme une CIA ne va pas systématiquement faire de HTAP. C'est assez rare que les shunts prétricuspides fassent de HTAP. Quand vous avez ici, par contre, à l'autre extrême, un malade adulte qui a une CIV membraneuse avec, comme vous le voyez ici, un shunt purement droite-gauche-bleu, là, malheureusement, on va tout lui faire, le KT, la VO2, etc. Mais on a déjà le diagnostic sur l'échographie, c'est un syndrome d'Eisenmenger. Et donc, si c'est une femme, la grossesse est contre-indiquée. Bien que ces femmes, dans la vraie vie, tombent enceintes quand même, et qu'on est bien obligé de s'occuper d'elles, parce qu'on a beau leur dire non, un des déterminants de la qualité de vie chez une femme, c'est sa capacité à être mère. Et donc, on a tous suivi des femmes enceintes avec une HTAP en étant stressées. Alors, l'expérience est finalement pas si mauvaise parce que on voit qu'il y a une dégradation de l'hémodynamique, on augmente la pression thérapeutique, on finit souvent par des triples traitements avec des prostacyclines, et les résultats finalement en termes de mortalité dans des centres experts qui sont très agressifs sur ces traitements sont finalement pas si mauvais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est très agressif sur ces femmes et qu'on les transfère dans des centres qui ont l'habitude, on peut mener une grossesse et on a tous
des expériences positives avec des femmes qui viennent nous montrer leur bébé avec la pompe sous-cutanée de tréprostinil ou de Flolan. Et voilà. Donc, moi, ce que je dis actuellement à mes patientes, quand ça leur arrive, et j'ai 0 décès, elles ont toutes accouché, il n'y en a pas beaucoup, hein, et elles nous ont toutes mises dans le fait accompli, je les transfère à l'hôpital de Clermps, tout simplement. Et elles sont prises en charge là-bas, et pour l'instant, elles vont être vivantes. Mais on ne peut pas dire dans un DU, c'est bon, allez-y, qu'elle tombe enceinte et transférée là-bas. Je ne voudrais pas que mon message, que ce soit celui-là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai 3 femmes qui ont eu des grossesses, mais les taux de mortalité restent effroyables, surtout si on ne prend pas ce virage thérapeutique de vite les traiter très fort et de les suivre de manière très, très rapprochée quand elles sont enceintes. Les anesthésies générales sont à risque, elles doivent être faites dans des centres experts également. Donc, c'est ça la problématique de ces maladies-là. Les traitements de l'HTAP fixés, hormis les vasodilatateurs pulmonaires sur lesquels je ne reviens pas, c'est empirique, c'est l'oxygène, même si finalement c'est complètement paradoxal de mettre de l'oxygène parce que c'est absolument pas le traitement, mais les malades vont vous dire « Ah oui, mais quand je marche vite, je suis confortable avec ». Donc, on va mettre de l'oxygène à visée palliative. Les anticoagulants, c'est totalement controversé puisque ce sont les malades qui font des hémoptysies sévères et donc mettre des anticoagulants chez eux, c'est complexe. Les saignées, on a arrêté, sauf cas exceptionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les diurétiques, on en met aussi, mais en même temps, les diurétiques, ce n'est pas un bon traitement pour le VD. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'équilibre très précaire de ces traitements qui restent totalement empiriques et au cas par cas. Les vasodilatateurs systémiques, évidemment, il ne faut pas en mettre. Là, pour le coup, on va aggraver le chemin droite-gauche. La transplantation cœur-poumon dans les cardiopathies congénitales associées à HTAP, en gros, personne n'y va. C'est-à-dire que personne n'ose transplanter ces malades. Ou en tout cas, quand vous avez une myocardite fulminante chez un jeune qui ne récupère pas son VG, qui a une grippe, qui est inscrit en super urgence, versus un malade comme Eisenmenger, qui fait peur à tout le monde, pour peu en plus que ce soit une cardiopathie de type Dana Point D, c'est-à-dire une cardiopathie congénitale multi-opérée avec une HTAP résiduelle, ces malades-là, on n'arrive pas à les confier à nos transplanteurs et aux réanimations qui s'occupent de ça. Il y a une équipe, toujours la même, Marina Beckler, qui a démarré un programme de transplantation cœur-poumon chez ces malades les plus graves. Voilà, moi j'ai un malade que j'ai fait greffer à Marseille sur une HTAP de groupe D. C'était un patient qui avait un retour veineux pulmonaire anormal partiel sur une cilia sinus venosus qui a été parfaitement bien opéré et qui a gardé une HTAP hyper sévère et qui a fini par être greffé uniquement du poumon, parce que son cœur était normal, réparé. Et lui, il va très bien, mais c'est la seule expérience positive. Les autres sont tous décédés sur liste de greffe. À part une jeune fille qu'on a fait greffer il y a 2 ans avec Claire sur une CIV simple avec HTAP. Voilà. Donc moi, mes résultats de ma cohorte sont quand même effroyables, mais l'équipe de Marc Limbert, Sébastien Spouet ont démarré un programme de greffe avec Claire Marina-Long, cœur-poumon. Je pense que c'est le seul centre en France actuellement pour lesquels vous pouvez discuter des malades les plus graves qui ont ce profil-là. Donc, voilà. Donc après, ce n'est pas choquant non plus que sur une maladie aussi rare, il n'y ait pas 36 équipes qui rentrent dans cette dynamique. Hein. Donc, à Bordeaux, on greffe le cœur, mais clairement, poumon, c'est pas cœur-poumon sur des malades-là. Il n'y a pas de programme comme ça. À Marseille, je ne sais pas où ils en sont. À une époque, ils le faisaient, mais je pense que c'était l'époque de Métras et que ça a arrêté. Voilà, donc je pense que dans un pays comme l'autre, s'il y a un centre qui s'y met, c'est très bien, c'est parfait, allons-y. Et par contre, ça fait déménager les patients. Et en termes de qualité de vie, c'est effroyable. Moi, les miens, ils ont tous attendu 1 an ou 2 avant d'être sortis de la liste de greffe. Parce qu'ils en avaient marre et qu'ils voulaient revenir ici. Voilà, donc c'est un vrai problème. Et on termine sur ce qui est actuel, ces fameuses nouvelles recommandations qui ont baissé ce cut-off de 25 à 20. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Les mauvaises langues disent que c'est parce qu'ils étaient tous là, la liste, en conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Ah, le congrès, c'était violent. Hein. Et que, du coup, en baissant à 20, on allait redéfinir la maladie
et entre 20 et 25, on allait rendre les malades éligibles à un traitement alors qu'ils ne l'auraient pas été. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Moi, je vais essayer de vous donner un avis objectif et à vous dire à chaque fois le plus et le moins de ces nouvelles recommandations. Le plus, si on regarde des séries de cathétérisme cardiaque sur des sujets sains, 1200 sujets sains, magnifique article de COVAX, la PAP moyenne chez un jeune, c'est 12-13, normal. À 14, on est déjà à plus de écarts types. Donc, on est à 14, on est… pourquoi j'ai mis 14? Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, 14. Non, à 20, on est à plus de écarts types. Voilà, c'est ça. Et à 14, c'est la moyenne générale de tout le monde. 12-13, c'est les jeunes. 14, c'est tout le monde. Et 20, c'est 2 écarts types. OK? Donc, à 20, on est déjà dans une zone qui s'éloigne de la norme. Petit message pour vous, qui êtes la génération des Z-scores. Dans tous les stades, vous nous parlez des Z-scores. Il y a 3 Z-scores, il y a 4 Z-scores. Et je vois, plus le Z-score monte et plus vous êtes en panique. Faites attention, ce n'est pas parce qu'on a un Z-score à 3 que 3 est un facteur pronostic de la maladie. On peut avoir un Z-score à 2 et être plus en danger que sur une autre variable avec un Z-score à 4. L'écart à la norme ne veut pas dire qu'on a un risque. C'est souvent le cas quand même. Si on prend la taille de l'aorte, c'est un peu le cas. Plus vous avez un Z-score de l'aorte élevé, plus vous avez un risque de dissection. Mais si vous appliquez le Z-score dans la tétralogie de Fallot, ils ont tous des 4-5 Z-scores dans la tétralogie de Fallot opérée, vous le savez ça, de l'aorte. Une méta-analyse publiée là récemment a démontré, ce qu'on savait déjà les cardiopédiatres, qu'il n'y a pas de dissection d'aorte dans la tétralogie de Fallot, même quand on a une aorte à 5 ou 6 cm. Donc faites très attention à votre interprétation du Z-score. Un Z-score n'est pas un critère pronostic tant qu'on ne l'a pas démontré. OK? Donc quand ils disent à 20 mm de mercure, on est à 2 Z-scores, ça ne veut pas dire que 20, c'est le cut-off de votre facteur pronostic avec vos courbes ROC. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est bon? Donc un Marfan qui a 1,5 Z-score, il est plus en danger qu'un Fallot qui a 4 Z-scores. C'est ça que je veux dire. OK? Un facteur pronostic, il faut le démontrer qu'il y a un cut-off de facteur pronostic. Voilà. Je vous dis ça parce qu'au staff, tous les jeunes nous donnent des Z-scores tout le temps en disant voilà, il a 4 Z-scores de VG sur MCIV. Et, bah oui, c'est pas bien, on va l'opérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas récupérer. En tout cas, il faut le démontrer s'il ne récupère pas. Eux, ils ont fait leur cut-off pronostic. Ils ont fait le job. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont démontré que 20, c'était plus de DS, ils se sont dit, mais à partir de quand on est plus malade que les autres? Et ils ont donc stratifié les malades sur la sévérité. Et le cut-off du pronostic, c'est 17 dans cette série, sur les malades qu'ils ont repris. Donc, en gros, de 17 à 20, vous avez une capacité physique qui baisse et une mortalité qui augmente un peu. Et de 21 à 24, là, c'est un facteur indépendant de survie. Parce que pareil, quand je dis critère pronostic, ce n'est pas du tout la même chose. Quand mon pronostic, c'est la baisse de la qualité de vie, quand mon pronostic, c'est le nombre de jours à l'hôpital, quand le pronostic, c'est la VO2, quand le pronostic, c'est la mortalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intérêt d'un laboratoire pharmaceutique, c'est de choisir son critère de jugement qui l'intéresse. L'intérêt d'un clinicien comme nous, c'est de choisir le critère de jugement qui est le plus proche de l'état de santé du patient. Donc là, si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous allez prendre 17. Si vous êtes un clinicien qui veut simplement améliorer la mortalité, vous allez prendre 24. Vous voyez? C'est comme ça qu'on construit nos essais thérapeutiques. En tout cas, ils avaient quand même raison, sur le plan scientifique, de chercher ce critère, et ça n'est finalement, il est plus bas que ce qu'on imagine. Voilà. Donc, ce qui a été fait dans ces dernières recommandations avec la baisse de 25 à 20, c'est de faire ce que les congénitalistes faisaient déjà, de rajouter les résistances dans tous les niveaux d'HTAP, ce qui n'était pas fait avant.
il n'y avait que les congénitalistes qui raisonnaient sur les résistances avec le FIC. Les autres raisonnaient uniquement sur la PAP moyenne. Donc ça, c'est une diapo que vous devez connaître, puisque vous avez une nouvelle définition des HTAP précapillaires, post-capillaires isolés et combinés, donc 3 groupes physiopathologiques. Les HTAP précapillaires, elles ont des pressions capillaires pulmonaires à moins de 15 et des résistances à plus de 3. Donc ça, c'est nos malades HTAP Eisenmenger, par exemple, mais l'HTAP idiopathique aussi, voilà. Celles qui ont uniquement une maladie du cœur gauche ont des résistances à moins de 3 et des PCAP à plus de 15. Et ceux qui ont les deux, eh bien, ils ont des PCAP à plus de 15 et des résistances à plus de 3. Okay, toutes ont des PAP moyennes à plus de 20. Donc ça, vous devez connaître maintenant cette nouvelle façon de classer les résultats de KT de ces HTAP. On pourrait vous donner à l'examen des chiffres et à la fin, vous me dites dans les 3 où est-ce qu'il est. Chez les adultes, il y a suffisamment d'études maintenant pour stratifier le risque dans l'HTAP de l'adulte. Ce ne sont pas malheureusement des études spécifiques aux cardiopathies congénitales, mais j'ai voulu vous les mettre parce que je pense que dans un début de cardiologie congénitale, il faut qu'on connaisse pour l'HTAP la stratification de risque de l'HTAP de l'adulte d'une manière générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas spécifique des cardiopathies congénitales, mais connaissez au moins, peut-être pas les cut-offs, ça ne sert à rien d'apprendre ça par cœur, mais au moins les tiroirs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les tiroirs et qu'est-ce qu'il y a de messages à retenir? Déjà, premier message, c'est que la classe fonctionnelle NYHA, ou de l'OMS, elle est très forte. Deuxième message, quand vous avez des syncopes, vous passez immédiatement dans le haut risque. Troisième message, la VO2 est devenue un critère de sévérité de stratification du risque, donc il faut faire des VO2 dans l'HTAP. C'est insuffisamment dans les pratiques. Le cut-off, il est facile à retenir, c'est plus de 15, vous êtes à bas risque, et moins de 11 mg/kg, vous êtes à haut risque. Le BNP est très très fortement discriminant de la sévérité de l'HTAP. C'est valable aussi pour les enfants. Donc, il faut regarder le BNP. L'hémodynamique, le KT, on n'a rien appris de plus que ce qu'on savait déjà. Et quand même, quelque chose que je pense, dont vous n'êtes pas conscient, c'est la faiblesse actuelle de l'imagerie dans la capacité à stratifier le risque. On fait du TAPS, on fait toutes les fonctions VD, on passe 3 heures à faire une écho. Finalement, ce qui reste, c'est la surface de l'OD et l'épanchement péricardique. Tout ça pour ça. À quoi c'est dû? Peut-être parce que on a insuffisamment d'études de stratification des risques dans l'imagerie, peut-être parce que c'est trop dépendant de l'observateur. En tout cas, aujourd'hui, l'imagerie non invasive n'est pas un examen qui nous permet de stratifier le risque. Et pourtant, c'est un examen que nous, les cardiologues, on adore et qu'on pense être le plus important. Eh bien, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dire « Ah, sur mon écho, le malade s'est aggravé, je vais lui rajouter un deuxième traitement. » Incapable, ou quasiment incapable. Voilà, donc ça reste des paramètres fonctionnels. Si vous devez retenir 3 paramètres pour vous stratifier le malade, c'est BNP, VO2 et NYHA. C'est les 3 plus forts. Et en congénital, ça marche, et en pédiatrie, ça marche. Et puis, c'est facile. Et donc, dans ces dernières recommandations, ils ont fait un texte dédié à la pédiatrie. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vous ai tout mis, ces textes-là, intégraux, sur le Drive. Donc, que dit la pédiatrie par rapport au reste? Ils disent, nous, la définition de l'HTAP, OK, on va faire comme vous, 20. Et puis, les résistances, c'était déjà 3 dans nos anciennes recos, on laisse 3, hein, ça ne change pas. La vasoréactivité, il y a plein de critères de vasoréactivité. Tout le monde y est allé avec ces définitions. Ils ont pris les critères parisiens de l'équipe de Beckler. C'est les recos internationales. Hein. Donc, les critères d'Olivier Sidbon, qui est un des PUPH de l'équipe de Marc Imbert, et qui a défini des critères hyper simples. Baisse de PAP moyenne à plus de 10, qui vont atteindre des chiffres en dessous de 40 mm de mercure, avec une augmentation ou une stabilité du débit cardiaque. C'est ça les critères de Sidbon pour la vasoréactivité au NO. Donc, vous les apprenez, il n'y a que ça à retenir, comme ça, vous oubliez tous les autres. En tout cas, au moins, c'est les plus simples. Et puis, l'opérabilité dans les cardiopathies congénitales associées à de l'HTAP, qui est quand même une spécificité de la pédiatrie. Des résistances indexées à moins de 4, on opère. Des résistances indexées à plus de 8, on n'opère pas. Et la zone grise, on réfère le malade dans un centre de compétences
Alors là, centre de compétences mixte, HTAP et cardiopathie congénitale. OK? Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que les critères, si tu veux apprendre un test, c'est ça. Ne pas faire de test au NO quand tu es un centre de l'HTAP, je trouve ça. Les déterminants du risque, le niveau de preuve est très bas. Ce n'est pas du tout les mêmes échelles de stratification que chez l'adulte. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est en 2 strates alors que les adultes, c'était en 3 strates. Pourquoi? Défaut de puissance. Si vous avez un défaut de puissance, vous avez 2 groupes. Si vous avez une meilleure puissance statistique, vous avez 3 groupes. Si vous avez une excellente puissance statistique, vous avez 4 groupes. OK? Donc là, c'est que 2 groupes. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les lirez, les diapos. Jamais je vais vous demander par cœur de me citer tout ça, ça ne sert à rien. Mais retenez la même chose que pour l'adulte. Un critère fonctionnel qui est la NYHA, en sachant que chez un bébé, on ne va pas utiliser la NYHA, on va soit utiliser des scores comme le score de Panama, qui est dédié à l'HTAP des enfants, ou le ROS, qui marche très bien aussi. Retenez le BNP, qui marche très très bien aussi dans les essais cliniques de l'enfant. Et puis, dès qu'ils ont l'âge de faire un test fonctionnel, donc test de marche ou VO2, il est fort probable que là aussi, on puisse utiliser ce critère comme discriminant. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On voit la progression clinique de l'aggravation de la maladie, qui est probablement un critère de stratification du risque qui est le plus élevé. L'échographie, ils ont mis tout ça, là, vous voyez, mais tout ça, c'est sur des avis d'experts. Hein. Il n'y a aucune étude qui vous dit que le TAPS bas est un critère pronostic chez l'enfant. Voilà. Donc là, on est vraiment, là aussi, dans votre sens civique de la culture, de la lecture des papiers. Il faut que vous sachiez si les recommandations, c'est un niveau de preuve élevé ou si c'est des avis d'experts. Autant le texte adulte, il est écrit sur des niveaux de preuve assez élevés, autant la pédiatrie, ce n'est quasiment que des avis d'experts. OK? Donc moi, je n'ai aucune confiance quand ils me disent que le TAPS, il faut le faire avant d'HTAP de l'enfant aujourd'hui, parce que tu ne m'as pas démontré que c'était vrai. C'est probablement vrai. Hein. L'algorithme de prise en charge, on le verra tout à l'heure dans l'autre diapo, puisqu'il y a 2 textes de recommandation de la pédiatrie qui sont sortis à peu près à la même période. Mais en gros, ce qu'on doit retenir de cette prise en charge médicamenteuse dans les grandes lignes, c'est quand c'est vasoréactif, vraiment avec un test fort de vasoréactivité, c'est les cas les moins graves, c'est les HTAP vasoréactives, elles sont très rares, vous les mettez sous Amlor, et dans la majorité des cas, vous corrigez l'hémodynamique de la cardiopathie. Ce sont des patients qui restent des années sous Amlor et qui vont globalement bien. On a peu d'études de suivi longitudinaux sur des grandes périodes d'enfants avec des HTAP vasoréactives. On a très peu de cas, chacun dans nos centres, très très peu, mais elles ont un très bon pronostic. Vous les mettez sous Amlor et ça marche bien. Donc ça, c'est la situation idéale, mais malheureusement la plus rare. Ensuite, quand vous avez un test de vasoréactif qui est négatif, là, les 2 graphes de droite, vous avez ce que je viens de vous montrer, le risque faible et le risque élevé. Quand c'est un risque faible, la tendance actuelle, c'est de faire une bithérapie, même si vous êtes en droit de faire une monothérapie. Mais la tendance actuelle, je vous donne les choses actuelles, c'est quand même très vite de passer à la bithérapie parce qu'on a quand même le sentiment qu'on potentialise le traitement en associant un inhibiteur de la phosphodiestérase d'une part et un bloqueur de l'endothéline, donc en gros Bosantan, sildenafil, hein, voilà, c'est ça la bithérapie. Et puis quand vous êtes dans une forme à haut risque, là vous partez sur une trithérapie avec, si un enfant a fait une syncope, paf, il passe directement dans le haut risque. Là, on est beaucoup plus agressif et on passe très vite à la trithérapie avec derrière la discussion sur le shunt qu'on doit créer si c'est une HTAP idiopathique et à l'inscription sur une liste de greffe. C'est évidemment la partie violette qui est le pronostic le plus effroyable de la maladie. Alors après, on parlait de niveau de preuve de ces recommandations. Eh ben, c'est simple. On a regardé toutes les études qui ont été utilisées dans ces recommandations. Il n'y en a qu'une seule qui est de niveau correct A. Une seule, c'est l'efficacité du NO dans l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. C'est la seule qui a un essai clinique correct qui peut nous dire tu mets du NO dans l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Vous vous rendez compte? Tout ça pour ça. Toutes les autres, 154 études qu'ils ont utilisées pour le propre reco, qui sont des avis d'experts,
et 61 qui sont entre les deux. Donc, on peut considérer que ce texte de 2019, qui est bien écrit, c'est que des avis d'experts quasi. À part de dire mettez du NO dans l'HTAP persistant de nouveau-né qu'on fait depuis les années 90. Ça met toujours un bémol sur notre emballement, sur tous les critères qu'on fait. Donc ça, c'est du coup un texte qui a été fait par une autre équipe sur un groupe vraiment dédié à la pédiatrie, à l'HTAP en pédiatrie, où ils ont repris un algorithme diagnostique qui ressemble à celui de l'adulte, qui part de l'échographie, des tests CPET et des tests des EFR. Ils donnent aussi un petit message, attention à ne pas oublier certains diagnostics de type apnée du sommeil qui sont systématiquement recherchés chez l'adulte et parfois un peu oubliés en pédiatrie. On a des cas d'HTAP, de trisomique par exemple, avec des énormes amygdales et qui étaient complètement obstructifs. Et on est en train de chercher toutes les cardiopathies de la Terre pour leur HTAP et finalement, ils ont une apnée du sommeil catastrophique et ils ne dorment pas de la nuit s'étouffer et vous réglez les amygdales et vous guérissez l'HTAP. C'est caricatural. Moi, j'ai eu un malade comme ça. Donc, on en parle dans les congrès, mais on les a aussi dans la vraie vie. Donc, attention à ne pas rater des diagnostics respiratoires. Donc, ça, c'est pour les pédiatres. Faites-vous aider de pneumopédiatres si vous avez besoin. Pour la cardiologie, on va toujours au cathétérisme cardiaque. Ensuite, pour les autres spécificités de l'HTAP, comme chez l'adulte, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on n'a pas de cause, conseil génétique indispensable que vous devez déléguer à un spécialiste de la génétique, en tout cas dans la loi française. On ne peut plus, nous, cardiologues ou pédiatres, faire un conseil génétique dans notre coin, prendre un tube de sang et envoyer ça au laboratoire pour chercher la mutation BMPR2, qui est l'une des mutations les plus connues dans l'HTAP héritable, c'est ça le terme. Aujourd'hui, on a des conseils génétiques dans la majorité des centres de référence de l'HTAP ou M3C, pas partout. C'est un sujet qui va être traité à Cardiogène. Donc, le premier conseil génétique de la filière, c'était à Marseille, et il y a maintenant des conseils génétiques à Paris, à Bordeaux, etc. Et donc ce sont des gens qui sont des infirmiers formés en général au conseil génétique qui ont une formation particulière, qui sont adossés à un service de génétique. L'annonce de la mutation doit être faite, la recherche, dans quel labo on envoie, par un généticien, c'est passé dans la loi. Alors qu'au préalable, nous, les cardiologues, on gérait ça. Hein, moi, je fais ça pendant des années. Mais parce que c'est devenu trop complexe et qu'on n'est pas au courant même des nouvelles avancées sur les corrélations phénotype-génotype, sur le screening des apparentés, quand est-ce qu'il faut faire le screening des apparentés, etc. Donc, voilà. Donc, mon conseil, c'est le conseil génétique fait par un professionnel. Ils ont refait ces recommandations de ce petit groupe européen d'HTAP. Ils ont refait aussi ce qu'ils considéraient comme être faible et fort risque. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les autres, mais c'est quand même très, très proche. Mais je ne vais pas revenir sur les détails. Je ne vous demanderai pas d'apprendre ces recommandations. Vous voyez, par exemple, eux, ce n'est pas leur recommandation officielle européenne, hein, c'est un groupe de travail. Ils n'ont pas mis le rapport de résistance, ils n'ont pas mis le test de marche, ils n'ont pas mis la VO2. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour vous. Je ne veux pas vous dire qui a tort et qui a raison, mais c'est que quand on en est à des avis d'experts, c'est-à-dire de bas niveau, vous en arrivez à des textes qui sont différents. Donc, mon message à ce DU, ce n'est pas apprenez les deux textes qui sont différents, c'est apprenez à lire comment elles ont été rédigées. Ce sont des avis d'experts. C, ça veut dire quoi? Ça veut dire bas niveau de preuve, mais ça veut dire les copains. Donc, les copains, ils se mettent ensemble, on est dans l'entre-soi. Et donc, si vous mettez moi dans ces recos, mais je ne suis pas leur copain, ben, je vais mettre la VO2. Mais si vous mettez un autre, il ne va pas mettre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention aux avis d'experts. J'ai toujours un peu peur de ça. Donc, les textes sont différents. Ils ont fait un score de risque qui est sur Internet, qu'on peut utiliser, voilà, et ça vous classe le malade. C'est pas mal fait. Hein. Par contre, ce que j'aime bien, c'est leur algorithme de prise en charge. Il est pas mal fait. Et donc là, j'ai comparé les deux textes. Là encore, c'est pour vous montrer. Vous choisissez celui que vous voulez. Il y a le texte européen, là, ici, qui vous dit que la zone grise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était 4 à 8. Ben, lui, finalement, la zone grise, c'est 6 à 8. Vous voyez? Donc, les cathétériseurs vont dire bon, entre 4 et 6, là, on est en train de pinailler. Mais ce n'est pas tout à fait le même texte, puisque ce sont des avis d'experts. Et je ne vous dirai pas qui a raison et qui a tort, je suis incapable de vous le dire. Eux, ils ont choisi des critères de vasoréactivité différents du texte européen, des recommandations mondiales. Ce n'est pas du texte européen, c'est des recommandations mondiales. Ils ont pris baisse de 20% de résistance indexée
pour soit qui arrive à moins de 6 unités Wood et en même temps avoir un rapport de résistance à moins de 0,3. Ça fait très cardio-pédiatrique. Ça c'est des critères qui sont utilisés beaucoup par les cathétériseurs pédiatres. Je ne sais pas quel est le mieux des deux entre le Sigmund et celui-là. Mais en tout cas, il y a deux façons de faire une vasoréactivité. Et après, pour les traitements, c'est globalement la même chose. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Les traitements, vous avez 3 groupes, les graves tri, les milieux mono ou bi et les vasoréactifs amont. OK? Donc, que disent ces recommandations dans leurs conclusions? Elles disent qu'il faut faire, donc, et c'est côté à côté quand même, qu'il faut faire du BNP chez les enfants de manière consécutive à chaque fois que vous les voyez. On a le droit de faire du sildenafil intraveineux en sevrage du NO dans le traitement de l'HTAP, incluant l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. Tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous me posait la question du treprostinil. Ils n'en parlent pas, mais ils disent ça. On peut mettre des sildenafil à bas dose dans les pathologies de type bronchodysplasie pulmonaire, alors qu'avant, dans les recommandations d'avant, on disait non, il ne faut pas le faire. 2B, on peut le faire. 2A, c'est pas mal. 2B, c'est why not. 3, c'est faut pas. Et C, c'est les copains qui ont écrit la ligne. Dans les risques intermédiaires, il est préconisé plutôt de mettre une bithérapie qu'une mono, 2A. Ça, c'est important quand même parce que c'est quand même la tendance actuelle. La trithérapie dans les sévères, 2B, moins bien, mais c'est aussi une tendance actuelle. Et puis la zone grise qui est, on est agressif pour essayer de faire basculer du gris foncé au gris clair. Et enfin, très important, les fonds de tampon de la HTAS avec un gradient transpulmonaire élevé. Vous savez, le gradient transpulmonaire, c'est PAP moyenne ou POG. Et des résistances élevées, il est fort probable que cela eux aussi ait besoin de traitements spécifiques de l'HTAP. Ça, on passe. Et donc, le débat 20 plus 25, il y a eu au congrès, il y a eu 2 types qui sont venus se battre sur la scène, pour rigoler, hein, c'est 2 copains, et qui ont dit on va réécrire tous les livres de médecine pour 4 mm de mercure. Moi, j'aime bien, j'ai le titre d'article. Et donc, ils sont venus sur la scène pour débattre. Alors, ceux qui étaient contre, celui qui était contre de rédiger ces nouvelles recos, il disait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as un biomarqueur de sévérité que c'est un facteur causal. Deuxièmement, la plupart des malades que tu as inclus dans tes études, ce n'est pas le profil des malades qui nous intéressent. J'ai regardé tes KT, il y avait plein d'HTAP post-cap, il y avait plein de maladies respiratoires. Cela ne concerne pas la thérapeutique. Tu as beau avoir fait plein de KT dans tes études pour faire la stratification du risque. OK, la PAP moyenne, c'est important pour le risque. Mais nous, on est en train de se demander s'il faut les traiter. Finalement, dans toutes ces KT que tu as fait, ça ne concerne pas les malades à traiter. C'est les malades du cœur gauche et c'est les malades de respiratoire pour lesquels on ne met pas de traitement vasodilatateur pulmonaire. Donc, il faut utiliser plutôt le niveau de résistance et les adultes congénitaux et les cardiopédiatres le faisaient déjà. Donc, faisons ce qu'ils font eux. Il a été jusqu'à Gibbs, qui était sur la scène, regarder dans les séries de KT déjà publiées le nombre de malades que ça concernerait, ce petit cut-off de 21-24 là. C'est personne, quasiment personne. Les grosses cohortes sont là, donc il dit on ne va pas refaire la médecine pour 29 plus 23 malades là, dans les cohortes de KT, c'est pas possible. Et donc, il y a la normalité et l'anormalité, on est d'accord, entre 20 et 25. Au-dessus de 25, tous les essais cliniques ont été faits pour le traitement, mais de changer ces recours, ça nous induit un gap de ce qu'on ne sait pas faire entre 20 et 25. Le risque, c'est qu'on commence à traiter entre 20 et 25 parce que, voilà. Et donc, il a insisté sur la scène sur les débats éthiques. Ils disent que vous allez rendre des malades qui ne sont peut-être pas malades. Ça, c'est pas cool. Moi, j'ai bien aimé cet argument. Les perspectives, pour terminer, donc les perspectives de tout ça, là, de la conclusion un peu générale de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut faire des études de pharmacocinétique dans les nouvelles molécules chez l'enfant et dans les congénitaux adultes avec des essais randomisés contrôlés. Il faut essayer d'identifier des biomarqueurs pronostiques en pédiatrie. Donc la classe fonctionnelle, la YHA chez un bébé, ce n'est pas possible. Donc est-ce que c'est le Panama qui a été utilisé dans certaines études? Est-ce que c'est le ROS? Donc ça, il faut faire ces études. C'est vraiment pas compliqué, hein, mais il faut les faire. Le TAPS, qui est quand même un facteur prédictif assez important de pronostic dans l'HTAP de l'adulte,
démontrons que c'est une mesure simple d'échographie qui nous stratifie le malade aussi en pédiatrie. Ça serait très intéressant. Le MT-Pro-BNP, il nous faudrait des cut-offs meilleurs que ce qu'on a. Et puis, la croissance du patient, certains ont dit, par exemple, le rapport taille sur poids, etc. Moi, j'ai rajouté ça, les outcomes modernes. Je pense aussi qu'il faut changer notre paradigme et regarder plus la mortalité, parce que finalement, on arrive à faire suivre ces enfants avec des médicaments, et regarder des outcomes, des critères de jugement modernes, donc la qualité de vie, par exemple, l'activité physique à domicile. Vous savez que maintenant, on peut mettre des accéléromètres aux enfants en leur mettant un petit capteur sur la ceinture, et on voit sur 15 jours, une semaine, leur activité physique. C'est un critère de jugement qui peut être utilisé dans les essais cliniques. Alors là, on est vraiment à la maison dans la vraie vie. Donc, c'est un podomètre, en fait. Donc, si vous avez l'impression qu'avec un médicament à domicile, sa qualité de vie et son podomètre s'améliorent, ben moi, je peux faire ça au TAPS, personnellement. Troisièmement, le plus difficile quand même, parce qu'il faut avoir la logistique, il faut que le malade soit capable de faire une VO2. Je pense que la VO2 max et la pente sur VCO2, ça peut être des critères de jugement modernes, fiables. Moi, c'est ce que je préfère personnellement. Ils peuvent être cumulés aux autres d'ailleurs, on peut rajouter les trois. Mais en critère de jugement principal, personnellement, quand je vois la capacité que la VO2 max a dans la population générale à déterminer le risque global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne saine qui perd 3,5 ml/min de VO2, quelle que soit la cause, elle a un surrisque d'espérance de vie par rapport à quelqu'un qui est resté stable. Ça, c'est en population générale. Les cardio-adultes ont démontré la robustesse de ce critère dans l'insuffisance cardiaque. Nous, dans les congénitaux. Chez les enfants, ça fonctionne. C'est corrélé à la qualité de vie. Pour moi, c'est celui dans lequel j'ai le plus grande confiance. C'est un chiffre, c'est stable. On compare les matériels d'un centre à l'autre. Ça ne change strictement rien du tout, contrairement à ce que les gens vont vous dire. Vous achetez la machine que vous voulez, c'est tout le temps les mêmes chiffres. C'est hyper reproductible. Il n'y a pas d'effet centre. Moi, j'ai fait plein de multicentries. Les gens font les mêmes VO2 partout. Donc, j'y crois. Mais les deux autres sont aussi très importants. Et donc, c'est pour ça que vous allez inclure dans cet essai randomisé contrôlé qui va démarrer, j'espère, l'année prochaine, qui est un essai totalement public académique, puisque les labos industriels, ça ne les intéresse pas. Eh bien, le ministère de la Santé nous a donné 500 000 € pour cet essai clinique, qui sera du sildenafil versus placebo dans les ventricules uniques avec HTAP. Ça va être très, très dur d'inclure. Ça ne va pas être facile. On a co-construit cet essai clinique avec les Parisiens, avec le groupe de cathétériseurs, Caroline Ovard, qui m'a aidé à affiner le cathétérisme justement chez ces malades-là. Et donc, le critère de jugement principal que j'ai choisi, c'est la pente sur le CO2. Je prends peut-être un risque, je n'ai pas pris la VO2 max parce que ces malades sont graves et des fois, on a des VO2 pic, pas des VO2 max. Et donc, j'ai pris un critère sous-maximal. Donc, l'étude a été publiée dans le study design, mais pas démarré. Très compliqué à démarrer une étude publique, je n'ai pas les labos derrière. Donc, voilà. Donc, pour conclure, les traitements spécifiques de l'HTAP dans les cardiopathies congénitales sans HTAP vrai, mais avec des résistances limites, c'est ça la zone grise qu'il va falloir décortiquer dans les années qui viennent. Deuxièmement, dans des cardiopathies de type ventricule unique, est-ce que la baisse des résistances, comme dans l'essai clinique VU inhibition, va retarder la transplantation et est-ce que ce cutoff de 15 il a une vraie signification ou pas? L'assistance et l'inscription sur liste de greffe, je n'ai pas parlé, vous aurez un sujet dédié à ça, mais c'est une vraie problématique chez ces malades-là, qui on inscrit quand, où, cœur, poumon. Donc, il y a toute une discussion sur le sujet-là. Et puis, il y a le concept d'HTAP légitime, où il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ce sont des formes génétiques qu'on connaît mal? HTAP légitime, vous vous rappelez, dans le groupe ABCD de Data Point, c'est le petit shunt, pour quand même de l'HTAP. Est-ce que vraiment le shunt est un accident? Il n'a rien à voir avec ce qui se passe. Est-ce qu'il a contribué quand même d'une certaine mesure à l'HTAP? Et donc là, il y a des gens qui s'occupent de ce groupe-là, en particulier en recherche, pour voir s'il n'y a pas des aspects génétiques qui peuvent expliquer ça. Voilà, je vous remercie bien. On a fini un petit peu plus tard que prévu. Si vous avez des questions, je suis tout à vous, y compris sur Zoom. Alors, pourquoi l'anticoagulation apparaît toujours dans les recommandations? Parce que ce sont des recommandations d'experts. Il faut vraiment que vous lisiez le texte. C'est marqué, pour l'anticoagulation, je vois que c'est marqué 2BC. Donc, tu as le droit de ne pas les mettre. Et à la SFC. Oui, oui. Donc, les anticoagulants, tu as vraiment le droit de ne pas en mettre. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse vraiment, mais qu'on ne fait pas,
c'est envoyer ces malades à des équipes d'hématologie de très haut niveau pour qu'ils nous disent dans la balance thrombose et saignement où est-ce qu'ils se situent. Et personne ne fait ça. Il y a des labos de recherche qui s'intéressent aux troubles de coagulation dans la HTAP et dans les Eisenmenger. J'ai tout un cours là-dessus. Si vraiment ça vous intéresse, je vous le mets sur le drive, mais c'est très compliqué. Et, enfin, moi, à part certaines équipes de recherche, Pompidou, etc., qui s'occupent de ça, et qui ont démontré d'ailleurs les troubles de la coagulation dans le Covid, hein, c'est la même équipe là, de Pompidou. Hein. À part ces labos de recherche, à ma connaissance, moi, je n'ai pas d'équipe à qui je vais dire, bah voilà, tu me cherches un peu plus que TP, TCA, INR, claquette, quoi. Facteur 5. Et donc, il faut aller chercher, par exemple, la thrombopathie. La thrombopathie, on ne la voit pas, la thrombopathie, dans nos tests biologiques habituels, mais elle existe dans la Eisenmenger. Donc, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, c'est avoir des labos qui nous disent, ben voilà, il est plutôt dans le versant thrombose. Ouais, ben d'accord, je vais le mettre sur le livre. Non, non. Alors l'aspirine, c'est encore le niveau de preuve le plus bas. Là, l'aspirine, tu sais, c'est le... Mais on le fait tous, hein. C'est que tu n'oses pas rien mettre, donc tu mets un truc inefficace. On fait tout ça. À l'aspirine et à la cardiologie congénitale, venez en juin à la journée de la FCPC, qui est dédiée à ça. Hein? Moi, je suis lâche, je renouvelle le traitement avec lequel il arrive. C'est horrible. Mais non, je n'ose pas arrêter l'aspirine. Je fais partie de ces gens-là. Ouais. Il n'y a toujours pas de place pour les cellules en multiplexation. Si, mais ce que je disais tout à l'heure, actuellement, pour réussir à faire ça, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'essai clinique qui a démontré que si on dose les cellules, qu'on part sur une thérapeutique agressive et qu'on redose les cellules après et qu'elles ont baissé, dans ce cas-là, notre thérapeutique était bonne. Si c'est ça ta question, à ma connaissance, personne n'a fait ça. Est-ce qu'il faudrait le faire? Oui. Et ensuite, hors recherche, est-ce que dans la vraie vie, on le fait? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un centre qui s'est dit, tiens, je vais doser, à part peut-être les Parisiens, hein, mais je vais doser les cellules avant, je vais quand même faire ma stratégie, je vais doser les cellules après, mais sans recherche, juste dans la vraie vie, comme tu ferais un BNP, pour le voir. Donc, alors toi qui es à Marseille, je sais qu'à Marseille, ils dosent. Je sais que le laboratoire d'hématologie de Marseille, en collaboration avec l'équipe de Pompidou, David Zmachla, ils ont développé cette technique-là et c'est possible. Mais à ma connaissance, c'est les deux seuls labos en France qui savent le faire, donc je me trompe. Hein. Et personne ne le fait dans la routine. Et dans les recours, on n'en parle même pas. Hein. Si vous avez lu les textes, elles n'existent pas du tout. Moi, je pense qu'il y a une place, oui. Ah oui, il faut qu'on y aille. Après, je pense que les cardio-congénitalistes et les cardiopédiatres ont insuffisamment lu les travaux de David Zmachla au moment où il a publié ses premières données, il y a 10-15 ans, et n'ont pas soutenu le passage. Parce qu'en recherche, vous avez le labo et après, vous avez le passage à la vraie vie. En fait. Et si les cliniciens ne poussent pas pour qu'on passe derrière, dans la vraie vie, ça s'arrête, c'est un flop. Est-ce qu'il y a un enjeu financier qui fait que ça a bloqué et que les labos trouvent ça trop cher? Je ne sais pas. Donc, si vous avez vraiment des questions sur le sujet de pourquoi ça ne démarre pas, ça ne décolle pas, ça devrait, scientifiquement, si on voit les chiffres, il faut demander à David. Ouais. Oui, j'ai une préoccupation concernant les cardiopathie sur le justement dans la zone grise. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'avait plus ce genre de cas, mais chez nous, on en a beaucoup. Parce que les enfants viennent même plus élevés, se baladent, ils arrivent à 4 ans. Et souvent, on est dans la zone grise où le chien est directionnel, il y a une PAP qui est peut-être à 40 ou souvent même 50, mais on se dit peut-être que ce n'est pas là. Et en attendant la chirurgie, puisque souvent on n'a pas la chirurgie non plus tout de suite là, c'est dans des programmes de chaîne directoire, mécénat, encore on doit se mettre. Donc, du coup, en attendant, est-ce qu'on peut mettre des vasodilatateurs. Voilà. Donc,
la question est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un malade de la zone grise qui a un shunt et qu'on voit se dégrader jour après jour et qui va peut-être derrière avoir accès, sans qu'on le sache, à une chirurgie. C'est un peu ça la question. Donc déjà, est-ce qu'on a le droit de mettre de manière compassionnelle un vasodilatateur pulmonaire dans cette situation? Ça ne marchera peut-être pas, mais vous ne l'aggraverez pas. Sur le plan éthique, c'est acceptable. Là où ça peut être compliqué, c'est sur le plan médico-économique. C'est-à-dire, ce sont des molécules, on vous disait tout à l'heure, qui coûtent relativement cher. Est-ce que vous avez accès, par exemple, aux Bosentans? Voilà, ça dépend. Mais on ne vous en voudra jamais de le faire, sauf qu'une fois que vous l'avez fait, la forte probabilité, c'est que ce malade continue de se dégrader et qu'il garde ce traitement toute sa vie. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le malade de zone grise qui va passer en zone noire, sans faire rien, parce qu'il va y passer, le fait d'avoir mis un traitement tôt, est-ce que ça augmente sa qualité de vie, son espérance de vie? C'est ça, on ne sait pas. Personne ne sait ça. Donc, il faut l'évaluer. C'est difficile de rien faire. Hein. Si on a la molécule, c'est difficile de rien faire. Donc, moi, quand j'ai des contacts de médecins étrangers, ils n'ont souvent pas le Bosentan. C'est bon, hein. Et ils mettent du sildenafil en monothérapie. Souvent, on a le Bosentan, mais souvent, les médecins avec qui on a contact, par mécénat par exemple, ouais. Ils conseillent plus le sildenafil que le Bosentan. Alors, sur le plan scientifique, le seul qui a un essai randomisé contrôlé, c'est le Bosentan, mais il coûte cher. Il nécessite de surveiller de temps en temps la fonction hépatique. Dans les recommandations, c'est tous les mois. En fait, on s'aperçoit depuis 20 ans qu'il y a 2 ans, 15 ans, qu'il n'y a pas de problème hépatique. Donc, là, la tendance aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est la bithérapie. Hein. Vraiment, il n'y a plus de malades en monothérapie enfant. Comme on voit que ça marche, qu'il y a peu d'effets indésirables, voire zéro, on ne se pose même plus de questions. Hein. Je pense que plus tard, il n'y aura plus de monothérapie. On est très agressif. Certains pensent même qu'il faut le tri pour les faire basculer dans la zone. Moi, j'ai un patient comme ça. J'ai un patient, vous l'avez vu, le canal. Il était quand même bien rouge. Hein. Il était à l'envers, hein, vous avez vu. Et donc, il était bidirectionnel. Le malade était un peu cyanodé. On était inquiets. Hein. Agressif en traitement, fermeture du canal, il n'y a plus aucun problème. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le passage de ces zones claires, grises, foncées, noires. Enfin, c'est très arbitraire. Il doit y avoir des caractères génétiques qui expliquent pourquoi un malade passe vite dans la zone de résistance fixée et d'autres pas. Vous savez que la trisomie 21, par exemple, il y a des caractères génétiques qui expliquent que l'HTAP est plus sévère et plus précoce, à cardiopathie équivalente. Alors, sur Zoom. Ouh là là, c'est une longue question, ça. Alors, chez un patient, il y a une HTAP sous traitement. À quel moment faut-il faire un cathé pour guider la prise en charge thérapeutique? Alors, chez l'adulte, ils font des cathés très souvent. Hein. Ils ont des cathés tous les 6 mois, tous les ans quand ils introduisent leur traitement. Chez l'enfant, c'est difficile de faire un cathé aux enfants aussi régulièrement. Donc, les recommandations, elles n'ont pas précisé le rythme des cathés chez l'enfant. C'est à l'appréciation du clinicien. S'il est parfaitement stable, que le traitement est bien conduit, que vos paramètres fonctionnels sont bons, complètement stables, de faire un cathé tous les 6 mois ou tous les ans chez un enfant, ce n'est pas très éthique. Et, voilà, et vous savez que les cathétérismes et les anesthésies itératives, parce que ce sont des enfants qui ont des anesthésies, hein, on ne peut pas faire un cathé chez un enfant sans anesthésie. Les anesthésies itératives ont démontré qu'il y avait un impact sur le pronostic neurodéveloppemental. Donc, on a tendance, les cardiopédiatres, à ne pas faire des cathés tous les ans chez les enfants avec HTAP, sauf ceux qui sont évidemment très sévères et pour lesquels on n'arrive pas à les stabiliser. Donc, à chaque fois que vous passez d'un palier mono-bi, bi-tri ou tri-bi, vous faites une décroissance, là, vous avez un petit peu envie d'avoir le cathétérisme dans les mois qui suivent pour voir l'évaluation. Mais par exemple, je reprends l'exemple, j'ai une patiente qui a une HTAP vasoréactive qui est totalement stable depuis des années sous une petite dose d'Amlor, qui maintenant est adolescente. Elle a un cathé, elle a eu
les KT au démarrage, mais normalement, un KT tous les 3-4 ans. Parce que aussi, mon échographie est parfaitement corrélée au KT. Ça peut être aussi ça le bémol. Des fois, on a des malades qui n'ont pas de belles enveloppes d'insuffisance tricuspide et on n'est pas complètement sûr de notre niveau d'HTAP. Voilà. Moi, je me sers évidemment beaucoup de la VO2 pour voir l'évolution, mais c'est un peu dans les recos, mais pas dans les deux textes. Hein, vous avez vu, il y en a qui disent oui, d'autres qui disent le site même pas. Donc, ça reste, je ne vais pas vous donner de recettes. Voilà. Mais en tout cas, par contre, un message. Si vous êtes un centre qui n'est pas un centre à gérer beaucoup d'HTAP, envoyez le malade dans un centre qui fait beaucoup de KT. Au moins, le chiffre, il sera bon, il sera fiable. Et puis, vous pouvez demander à ce centre, à ton avis, sur la base clinique des éléments actuels, quand est-ce que tu penses qu'il faut refaire le deuxième KT?